Feel good about back to school with help from Whole Foods Market. Thanks to their high standards, you can keep banned food ingredients like high fructose corn syrup out of lunchboxes all year. Check out Whole Foods Market unmatched selection of allergen-friendly options for all kinds of special diets. Find what you need without dairy, gluten, nuts, or whatever you're trying to avoid. Get back to school ready at Whole Foods Market, in-store and online. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Vous m'avez reconnu, je serai votre animatrice et raconteuse, Audrey. Et là, comme vous savez, Catherine, présentement, profite des joies de la maternité. Son deuxième est arrivé, il va très bien, toute la famille va très bien et on est très contents pour eux, mais elle va prendre du temps pour elle, du temps qu'elle mérite amplement. Alors, pendant ce temps, ne vous en faites pas, je ne suis pas toute seule sur mon bateau qui vogue dans des mers de café. J'ai demandé à un très bon ami de venir m'accompagner et j'espère que vous allez l'aimer autant que moi je l'aime. Je vous présente mon ami Benoît. Bonjour Benoît. Allô Audrey. Comment ça va Benoît? Ça va très bien et toi? Ça va. Et si vous trouvez qu'on a des belles voix de chanteurs jazz feutrés, sachez que Ben et moi, hier soir, sommes allés voir Evanescence au Centre Bell. On a revécu notre adolescence et Raphaëla, qui était à la console, que vous n'entendez pas, était elle aussi avec nous. Fait qu'elle, elle avait le droit de crier, de chanter autant qu'elle voulait, puis nous, on était comme on va se garder pour le podcast. Mais là, Benoît, il y a peut-être quelques gens qui te connaissent à la maison, mais sinon, pour les autres, je vais te laisser la parole. Présente-toi à notre cher public. Benoît, qui es-tu? Benoît Lelièvre, 42 ans, né sur la Côte-Nord, résident de Montréal depuis environ 21 ans. Je suis journaliste... Scorpion, oui, absolument. Je suis Scorpion, ascendant Scorpion même. Wow! Je suis journaliste chez Urbania. Je suis fan de musique vraiment extrême, de crime et de culture pop en général. Je suis ami avec Audrey depuis 1 an. On a vraiment bond sur notre amour du chanteur de Type O Negative, Peter Steele. Si vous ne connaissez pas à la maison, c'est un homme qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Il n'est pas décédé aujourd'hui. Non, il est aujourd'hui décédé, plutôt, qui fait 6 pieds 8, qui avait des cheveux très, très longs et qui avait... Qui était shapé comme un lutteur. Ouais. How big was it? Very. qui a déjà posé dans Playgirl et qui était réputé pour avoir une grosse kékette. On déroge des sujets habituels d'un peu de crime déjà, mais les 4 fans de Type O Negative qui nous écoutent sont comme « Ouais! On parle aujourd'hui! » Absolument. En fait, les fans de Type O Negative dans les spectateuristes, les auditeuristes, vous manifesterez et on se fera notre petit fan club montréalais. C'est beaucoup dans mes c'est beaucoup dans mes habitudes de parler à 4 personnes quand je pourrais parler à 1 million de personnes. Alors, voilà, c'est Benoît. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Et sachez qu'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Benoît de m'accompagner, c'est parce que, comme vous savez, je suis une personne timide dans la vie et j'avais besoin d'une personne avec qui je suis très à l'aise de discuter et Benoît remplit beaucoup cette demande pour moi d'être une personne avec qui je suis à l'aise de discuter et de comme rigoler, de pas trop me prendre au sérieux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Benoît de m'accompagner. Benoît a aussi de l'expérience dans le milieu du podcast. Absolument. Alors, pour moi, c'était un excellent choix et j'espère que vous allez accueillir Benoît dans vos cœurs et dans vos tasses de café, comme moi je l'ai fait. Et ça fait 1 an et je n'ai toujours pas prévu de le retourner au magasin. Ah, Audrey, ça me touche beaucoup. Merci. Puis je suis très à l'aise de discuter avec toi aussi. Je pense que ça va être le fun. Oui. Et aussi, puisque Catherine est présentement en congé maternité,
pendant que je regardais les listes des sujets qui nous intéressaient, je me suis rendu compte, puis là, c'est rien contre toi, Benoît, mais il y avait beaucoup de cas dont j'avais vraiment envie de discuter avec Catherine, parce que c'est des cas qu'on avait évoqués entre nous, puis Catherine, des fois, me disait comme « Ah, j'ai hâte d'avoir ton take là-dessus, Mais j'ai là... hâte qu'on puisse en jaser. » Fait que j'ai décidé de garder ces sujets-là pour quand Catherine va être de retour, et Catherine m'a dit elle-même « Hey, amuse-toi pendant que je suis pas là, vraiment, explore des choses, amuse-toi. » Alors, j'ai décidé que les podcasts sans Catherine allaient être des hors-séries. Alors, pour ces épisodes sans Catherine, Benoît et moi allons vous parler de la panique satanique des années 80. Parce que comme vous en avez entendu parler, Benoît est fan de musique métal, alors bien entendu, c'est un sujet qui l'intéresse. Et moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis vraiment longtemps. Je me rappelle d'avoir regardé des documentaires là-dessus quand Netflix était à ses débuts. Alors, j'espère que ça va vous intéresser autant que nous. Pour vrai, ça a été des recherches vraiment plaisantes à faire. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je vais vous recommander un café. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est celui qu'on est en train de boire autour de la table ce matin. C'est du torréfacteur Tambour et c'est le Jean-Marie, un café du Rwanda qui a des notes de date, de cacao et de confiture de bleuet. Et honnêtement, ce matin, après notre grosse sortie au Centre Bell à revivre notre adolescence, c'était vraiment ce dont on avait besoin pour se réveiller. Et c'est une variété bourbon. Et je dois dire que quand j'ai ouvert le sac, je trouvais que ça sentait le bourbon. J'étais comme « Oh boy! » Faudrait que je sente, mais pour l'instant, je goûte pas pantoute la confiture de bleuet. Excellent café, là, mais... Il sentait le bleuet, puis je pense que c'est à cause de ça que je trouvais que c'était un petit peu alcoolisé. Mais en tout cas, c'était un délicieux café. Et là, je dois faire un gros mea culpa, parce que je pense que c'est une auditorice qui nous l'a offert. Et là, je fouillais dans mes messages sur mon téléphone en m'en venant au studio ce matin et je n'ai pas trouvé le message concernant ce café. Alors, la personne qui nous l'a envoyé, c'est vraiment pas que je ne t'aime pas, c'est que je suis une personne avec un déficit d'attention. Alors, merci infiniment, l'auditorice qui nous a envoyé ce café. Manifeste-toi et je vais pouvoir ajuster. Alors, Benoît, maintenant que nous avons du café et des Timbits, mais ça, vous le savez pas, je vais mettre, si tu es prêt, un peu de crème dans ton café. Et j'ai 2 mots pour toi. Let's go! C'était 3, mais d'accord. Alors, pour bien commencer ces épisodes sur la panique satanique, il me fallait remonter au cas le plus marquant. Et je vais vous faire de la mise en contexte et ça va être le cas le plus marquant selon moi qui est le procès de l'école McMartin. Alors, voici le premier épisode de notre série sur la panique satanique et ça s'intitule « Satan a mangé mon devoir ». Oh no! Alors, mes sources pour aujourd'hui, l'excellent livre. En passant, j'ai eu de la misère à trouver un bon livre là-dessus parce que ça dépendait beaucoup du billet de l'auteur ou de l'autrice. Mm-hmm. Et celui-là, c'est pas mal celui qui s'alignait le mieux avec mes valeurs et avec ce que moi, je voulais raconter. Alors, le livre, ça s'intitule « We Believe the Children » par Richard Beck. C'est disponible sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, ça se lit très bien. Honnêtement, ça se lit vraiment comme un long article de fond avec beaucoup de détails vraiment très intéressants. C'est difficile de trouver des bonnes sources dans un cas qui est très... dans un cas où il n'y a absolument aucune base dans la réalité, puis qui appelle aux valeurs comme ça. J'en ai arraché aussi pour mon cas. Exactement. Vraiment, ça dépendait... Parce que le fait est qu'il y a des gens qui croient encore que c'est arrivé, ces choses-là. Et peut-être que vous, qui nous écoutez, vous avez une opinion différente du nôtre. C'est correct, on n'est pas là pour s'obstiner. Ensuite, l'excellent documentaire Satan Wants You, qui est disponible gratuitement sur CBC Gem, si ça vous intéresse. Par contre, sachez que si vous n'êtes pas abonné à CBC Gem, vous allez avoir un paquet d'annonces. Le documentaire dure 2 heures et avec les annonces, ça a duré quelque chose comme 3h30. Oh, fuck, OK. Ouais, il a fallu que je prenne une pause. À un moment donné, j'étais Ouais, un petit peu... J'ai pris une pause, des pauses. Ouais.
Sinon, le podcast You're Wrong About, qui a fait une série sur la panique satanique et le livre Michelle Remembers, dont on va parler dans très peu de temps. Un épisode de Last Podcast on the Left, mais comme d'habitude, quand je parle de Last Podcast on the Left, je rappelle que ce n'est pas pour toutes les oreilles. On n'a pas tout à fait le même auditoire et aussi c'est un vieil épisode du Last Podcast, donc c'est un petit peu avant qu'ils réalignent leurs valeurs. Donc il y a du vocabulaire qui n'est pas très approprié à nos sensibilités d'aujourd'hui. Et des articles de Vox, Why the Satanic Panic Never Really Ended et Why Are We So Worried About Satan? Why? Tu veux dire, moi, c'est mon ami, Satan. On a été au temple satanique et je dois dire que c'est des gens absolument adorables. Absolument, c'est les meilleurs party animals. Ben, en fait, non, c'était des gens très sweet et les gens qui visitaient seuls le temple satanique, ils leur proposaient qu'un membre de l'église du temple se promène avec eux pour les prendre en photo. Pour dire comme, hey, si tu veux te prendre en photo avec la sculpture de Satan, on peut aller chercher quelqu'un qui va venir faire le tour avec toi puis prendre des photos pour toi. Donc, puis c'était vraiment des gentilles personnes. Puis si vous allez au temple satanique, sachez que vous pouvez y passer la journée. Vous pouvez même y passer la nuit. C'est un Airbnb un peu particulier. Raphaëlla me fait une face de oui, 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 c'est absolument. Comme un peu trop beau pour être vrai aussi. Là. Moi, je veux dormir avec Satan. Là. Le Shane Grace va venir te raconter... va venir me border et me raconter une histoire. Comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais faire mes trigger warnings. Alors, bien entendu, il va y avoir des mentions d'abus sexuels et physiques commis sur des enfants. Et je sais que d'habitude, j'aime un peu garder les flous pour cultiver une espèce de tension pendant mon récit, mais ici, je tiens à tout de suite le dire parce que ça me fait aucun plaisir de décrire des abus faits sur des enfants. Sachez qu'à ce jour, en 2024, il n'existe aucune preuve tangible que quoi que ce soit qui a été raconté est arrivé. Fait qu'ils se racontaient des peurs. C'est des peurs vraiment dégueulasses, mais ils se racontaient des peurs. Exactement. Donc, sachez que toutes les mentions d'abus qu'il va y avoir dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'il y a de très, très, très fortes chances que ça ne soit jamais arrivé. Et je ne suis pas en train de dire que les abus sur les enfants, ça n'existe pas. C'est ceux qui sont racontés ici ne sont probablement jamais arrivés. Let's go! Alors, introduction. S'il y a bien une chose dont tous les Américains ont peur, c'est les soins de santé gratuits pour tous et toutes. Et Satan. Les Américains ont, genre, vraiment très peur de Satan. Si dans le folklore québécois, le diable est une figure de trickster qui s'appelle Steve et qui vous propose un bateau magique pour aller danser avec votre tendre moitié au jour de l'an, aux États-Unis, on le craint et pas juste un peu. N'importe quand, Satan pourrait vous attendre, vous ou vos enfants, au Rakabessic pour vous séduire et vous entraîner dans une vie de déviance riche en sexe, drogue et SoundCloud rap. Parce que le rock'n'roll, c'est un peu fini. Absolument. Ou de pop à la Taylor Swift. Là. Maintenant, Taylor Swift et Sam Smith sont les principaux suppôts de Satan. Il y a Little Nas X aussi. Mais nous, les vieux rockers, ben, on est relégués aux oubliettes de la culture populaire, malheureusement. On a trop mal au dos pour des serviteurs de Satan. Alors, depuis les procès pour sorcellerie qui ont rendu encore pire la vie à Salem avant l'invention de l'électricité, les Américains ont toujours émis une bonne panique pour s'assurer que les femmes, les personnes racisées et la communauté LGBTQIA+, n'aient pas trop de droits et de libertés. Et je ne dis pas juste ça parce que je suis une maudite féministe frustrée. En observant l'histoire des États-Unis, on n'a pas le choix d'admettre que chaque fois qu'un groupe parvient à faire un pas en avant, des groupes conservateurs souvent motivés par la religion se disent « We can't have that » et déclenchent une panique morale. La musique rock'n'roll, Satan. Avoir les cheveux longs, Satan. Les femmes qui portent des pantalons, Satan. Des crocs avec des petites antennes de Shrek, Satan. Clairement Satan. Absolument. Parmi ces paniques, la panique satanique est celle qui va faire l'objet de ces épisodes hors série. À son point culminant, la panique était caractérisée par des articles et des reportages démonisant des adolescents et jeunes adultes qui aimaient la musique métal, Donjons et Dragons, et les films d'horreur plus que l'Église. S'en est suivi de nombreux cas de cours lourdement influencés par cette hystérie collective.
Plus précisément, la panique satanique est associée à des accusations portées à l'endroit d'employés d'établissements d'enseignement et de garderies à travers les États-Unis et même au Canada pendant les années 80. Quand on dit que le rock'n'roll, c'est dangereux, c'est pas dangereux pour votre âme, là, mais aux États-Unis, ça vous donne des ennemis vraiment très puissants. Exactement. Frank Zappa pourrait vous en passer un papier. Pourtant, il est clairement Frank Zappa est clairement la personne la moins satanique au monde. Là. Il est-tu encore en vie? Je suis pas sûr. C'est le genre de personne qui était comme... Je sais que son fils est dans l'industrie de la musique vraiment beaucoup, mais Frank, je suis pas sûr. C'est le genre de personne que si on dit est-ce qu'elle est encore en vie, t'as un moment d'hésitation. À la base, les allégations d'abus rituels sataniques reposaient sur des interventions excessives des forces de l'ordre suite à des témoignages d'enfants obtenus par des thérapeutes et travailleurs sociaux de manière suggestive et coercitive. Si on sourcille aujourd'hui beaucoup en observant les faits des années 80 avec nos yeux contemporains, il faut savoir que les conséquences de la panique satanique sévissent encore de nos jours avec des défendants servant des sentences de prison à vie pour des crimes qu'ils n'ont vraisemblablement jamais commis. Aujourd'hui, la police et les travailleurs sociaux sont mieux entraînés, comparativement aux années 80, à répondre à des allégations d'abus faites par des enfants. Toutefois, lorsqu'on observe les vives réactions et controverses qu'ont déclenchées les productions médiatiques faisant l'usage d'imagerie qualifiée de satanique, comme le vidéoclip pour Montero, Call Me By Your Name du rappeur Lil Nas X, ou la collaboration que celui-ci a fait avec les chaussures Nike, les Américains, eux, ne sont toujours pas prêts à lâcher la petite croix qui leur pend du cou chaque fois qu'il est question du démon. Ouais, je pense qu'il y avait des gouttes de sang dans les chaussures Nike ou quelque chose comme ça. C'était clairement du liquide rouge, là. Ben non, c'est clair. Il y avait des pentacles dessus, puis là, les gens, comme, se pouvaient plus, puis... Je veux dire, ici... Au Cruella, on en vend là, des bottes avec des pentacles dessus, puis on s'en fout tellement. Hey, c'est un accessoire. S'il y a quelqu'un qui écoute qui a les souliers de Lil Nas X, là, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Là. Oui. Mais il les a au temple satanique. Il y avait une paire pour vrai? dans un présentoir de vie. Je les aime, les satanistes. S'il y a des satanistes à l'écoute, je vous aime. On aimerait vous rencontrer. Oui, clairement. Partie 1. Les maudits pouilleux avec des cheveux longs. Je vous jure qu'on va finir par en arriver au cas, mais avant, faisons un bref survol des changements de mentalité qui surviennent aux États-Unis au 20e siècle. Je vous jure que ça a le rapport. Tout d'abord, les années 60 et 70 ont vu la montée en popularité de croyances alternatives en raison des mouvements de contre-culture qui s'opposaient, entre autres, à la guerre, au capitalisme et à l'establishment. De plus en plus, les jeunes de cette génération tournent le dos à l'Église à laquelle ils ont été forcés d'aller par leurs parents pour s'intéresser à des religions venues d'ailleurs dans le monde, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. La volonté des hippies de reconnecter avec la nature provoque également un retour des religions païennes, comme la Wicca, et en 1966, un jeune homme du nom de Anton LaVey fonde à San Francisco l'Église de Satan, un nouveau groupe religieux dont les principes s'inspirent des philosophies de Nietzsche et de Ayn Rand. L'Église prônait l'individualisme, l'hédonisme et l'épicurisme. Par contre, il faut savoir que l'Église de Satan de Anton LaVey et le Temple de Satan, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, l'Église de Anton LaVey est beaucoup plus de droite, tandis que le Temple satanique est beaucoup plus de gauche. Je savais même pas ça, c'est Audrey qui me l'a appris. Distinction. Je pensais que tout était l'Église satanique et c'est un endroit où il y a beaucoup de gens tout nus qui font des partous. Non, le temple satanique, c'est techniquement une église, mais c'est beaucoup plus un mouvement politique. Oui, non, je disais l'église d'Anton LaVey, il y avait des gens tout nus là-bas. Oui, ça, c'était beaucoup ça. Mais je pense que mon témoignage préféré sur l'église d'Anton LaVey, c'était de Mark Almond, le chanteur de Soft Cell, qui disait que Anton LaVey faisait une cérémonie en avant de lui, puis les rideaux arrêtaient pas de tomber, puis sa machine à fumer, elle fonctionnait pas, puis il a juste fini par partir parce qu'il trouvait ça très con. En passant, aparté, si on savait pas pourquoi Frank Zappa... aparté, si on savait pas si Frank Zappa était mort ou non, c'est parce qu'il était mort pas mal toute notre vie. Il est décédé en 1993. Ah, ben oui. Effectivement. On l'a pas croisé souvent. Avec son amour pour la caméra et la provocation, Anton LaVey s'attire les foudres de la société américaine et publie, en 1969, soit la même année de l'arrestation de Charles Manson, son ouvrage fondateur, La Bible satanique. Ah, et comme je disais, si le satanisme d'Anton LaVey diffère grandement de celui du temple satanique tel qu'il est décrit si vous avez regardé le documentaire Hail Satan, il est à noter que si le satanisme lavéen ni le satanisme du temple n'encourage le meurtre ou quelques comportements criminels, il n'en faut pas plus pour que Hollywood décide de surfer la vague avec Satan avec la sortie en 1968 de Rosemary's Baby, suivie en 1973 du film L'Exorcisme. Absolument.
2 excellents films, d'ailleurs. Exactement. Basés sur 2 excellents romans. Oui. Par contre, l'émergence de ces croyances alternatives allait coïncider avec la montée de la droite chrétienne nationaliste aux États-Unis. Sans doute en réponse à ces gens au mode de vie alternatif qui commençait à prendre de plus en plus de place dans les médias. Figure de proue de cette nouvelle branche religieuse, Mike Warnke est un évangéliste et comédien raté qui publie en 1972 l'autobiographie Satan Seller, dans laquelle il raconte son passé en tant que sataniste. Dans l'ouvrage sulfureux, Warnke, qui ressemble à Weird Al Yankovic si celui-ci avait été chrétien et pas drôle, détaille des orgies alimentées par la drogue et l'alcool, l'invocation de démons lors de rituels performés dans des cimetières, l'enlèvement et l'assassinat d'enfants, ainsi qu'une overdose d'héroïne au terme de laquelle il rencontre Dieu. Je vois pas le problème avec ça. Tout ça a l'air excellemment... Ah oui, excellemment tout ça a l'air vraiment le fun. Tout ça a l'air très vrai. Oui, clairement, aussi. L'ouvrage a été largement réfuté, mais Satan Seller demeure à ce jour un best-seller qui plaît à la droite religieuse à cause de son message de conversion et de rédemption. Puis, les années 70 ont également été le théâtre de nombreuses arrestations de tueurs en série, comme Ted Bundy, John Wayne Gacy, David Berkowitz et Richard Ramirez. Si les 2 premiers n'ont jamais fait quelque mention des forces occultes qui les auraient poussés à commettre des crimes, Berkowitz, donc Son of Sam, aurait affirmé qu'une entité vieille de 600 ans aurait communiqué avec lui à travers le chien de son voisin, et Richard Ramirez s'est exclamé « Hail Satan » au beau milieu de son procès. La tension augmente au sein de la population américaine lorsque celle-ci entre dans l'ère Ronald Reagan, qui est celle des années 80, et qui allait tout scraper pour nous autres. Si ces années sont marquées par une période de prospérité économique, elles représentent aussi une période d'anxiété en lien avec l'immigration, l'urbanisation, la désinformation au sujet du VIH qui faisait de plus en plus de victimes. L'année 1980 marque également l'arrivée d'un livre coécrit par un psychologue canadien et sa patiente qui agirait comme l'essence de cet immense incendie qui allait devenir la panique satanique. Michelle Remembers est un tour de force en matière de torchon complètement absent de toute éthique professionnelle, tant du côté du psychologue Lawrence Pasner que par un éditeur qui affirme avoir publié un récit véridique sans avoir pris le temps de vérifier quoi que ce soit. Le tout débute alors qu'une patiente de Lawrence Pasner, Michelle Proby, est hospitalisée suite à une fausse couche. Le médecin de celle-ci contacte Pasner, voyant que la jeune femme avait été vue par le professionnel lors d'un épisode dépressif. Au fil de leur rencontre, alors que Michelle est parfois sous hypnose et parfois nue dans les bras de son psychologue... What? Oui. Dans le documentaire Satan Wants You qui parle de la publication du livre, on voit des images, puis il y a des entrevues avec la fille de Lawrence Pasner qui dit que comme il revenait pas à la maison parce qu'il était avec Michelle, puis il voyait que Michelle était toute nue dans son bureau, puis Lawrence Pasner était comme non, c'est vraiment important, c'est très, très, très important. C'est terrifiant tout ça, mais si à la maison, allez googler Michelle Remembers, elle est terrifiante, elle aussi, elle a l'air d'un personnage d'un film de David Cronenberg. On dirait genre qu'elle est à 2 secondes de saigner des yeux, genre de s'arracher la moitié de la face. Là. Comme elle a l'air de Katie Bates dans... voyons. Misery? Dans Misery. Ouais, comme un peu, mais avec une permanente. Ouais. En passant, j'ai de l'empathie pour Michelle Proby qui a fait une fausse couche. Je veux dire, c'est absolument terrible. Mais c'est plus la manière qu'elle a été utilisée par Lawrence Pasner par la suite. Qui est pas cool. On l'aime pas, lui. Le livre relate de nombreux épisodes scabreux. Au fil de leur rencontre, alors que Michelle est parfois sous hypnose et parfois nue dans les bras de son psychologue, celle-ci se remémore une enfance passée parmi une secte satanique à laquelle sa mère l'avait abandonnée. Le livre relate de nombreux épisodes scabreux où la jeune Michelle est agressée sexuellement, forcée de participer à des rituels sataniques, dont un en particulier où elle fera la rencontre de Satan en personne, et de nombreuses tortures physiques, dont une opération au terme de laquelle on lui aurait greffé des cornes et une queue afin qu'elle ressemble à un démon. Elle a rencontré Satan? Oui, en personne. Oh my God! Je suis pas starstruck souvent en tant que journaliste, là, mais si je rencontrerais Satan, oh mon Dieu! Je voudrais un autographe sur une fesse, là. Alors, si je reconnais que de vivre une fausse couche est un événement traumatique et je ne souhaite d'aucune manière me moquer de cette épreuve que Proby a dû traverser, il est à noter que l'ouvrage a été réfuté. Pas juste par des experts, les frères et sœurs de Proby n'ont aucune idée de quoi elle parle.
Oui, elle avait des frères et sœurs qui ont tous témoigné que ce que Michelle remembers, elle se rappelle d'un paquet d'affaires qui sont jamais arrivées. Mais le mal est fait. Bientôt, une foule d'autres ouvrages similaires allaient débarquer en librairie. Frank Zappa devait se rendre en cours pour défendre son droit de faire de la musique et d'avoir les cheveux longs. Et les employés d'établissements d'enseignement à la petite enfance allaient être accusés d'avoir abusé des enfants au nom de Satan. Partie 2, la boîte à lunch de Pandore. La boîte à lunch de Pandore. Désolée, l'imprimante... Hey. Judy Johnson n'a pas eu une vie facile. En 1983, à l'âge de 39 ans, elle vient d'apprendre que son mari la quitte pour une femme plus jeune et lui confie la garde en solo de leurs 2 fils âgés de 13 et 2 ans. Et parce qu'une telle nouvelle n'est pas assez difficile à apprendre en elle-même, son fils aîné est en phase terminale d'un cancer au cerveau inopérable. Puisque son ex-mari refuse de la supporter financièrement et qu'elle doit payer les traitements de son aîné, Judy a besoin de se trouver un travail. En mars de la même année, elle contacte un établissement préscolaire de la ville où elle réside, le McMartin Preschool, afin d'y enrôler son fils cadet, Matthew. Malheureusement pour Judy, McMartin bénéficie d'une réputation impeccable auprès de la population de Manhattan Beach et on l'informe qu'il n'y a aucune place de disponible pour l'instant. Oh non. À bout de ressources, Judy Johnson décide de saisir Satan par les cornes et de poser un geste qui risque de donner des ulcères d'estomac aux parents qui nous écoutent. Le 15 mars, Judy dépose Matthew devant l'école McMartin avant de partir en voiture. C'est une enseignante de l'établissement, Peggy McMartin Bucky, qui trouvera le gamin abandonné avec rien d'autre qu'une boîte à lunch dans laquelle Judy avait glissé un mot. Dans ce mot, elle explique la raison qui l'avait poussée à poser un tel geste. Elle est une mère célibataire, elle a besoin de se trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Dans un geste qu'elle allait rapidement regretter, Peggy McMartin accepte d'enrôler le petit Matthew dans la garderie que sa mère avait fondée. Oh. Le McMartin Preschool avait été fondé dans les années 50 par Virginia McMartin. Au fil des ans, l'établissement gagnerait en importance et en statut, et rapidement, presque l'entièreté de la famille McMartin y serait employée. D'abord, la fille de Virginia, Peggy McMartin, y a travaillé d'abord comme enseignante, puis comme administratrice. Ensuite, les enfants de Peggy, Peggy Ann et Raymond ont également été engagés comme enseignants. Si Peggy Ann a toujours su qu'elle souhaitait suivre les pas de sa mère, ce n'était pas le cas pour son frère, Raymond. Celui-ci avait abandonné l'université et préférait passer ses journées à faire du surf et vivait dans un appartement dont le loyer était payé par ses parents. Raymond a éventuellement commencé à travailler à McMartin, simplement parce qu'on le lui avait offert et qu'il se disait que puisque sa mère serait sa patronne, que ça ne serait pas trop difficile. C'était un millénial avant d'être un millénial. Ouais. C'était un millénial avant que ce soit cool. C'est un boomer millénial. c'est un mélange particulier. Mais rapidement, Raymond s'aperçoit qu'il aime travailler auprès des enfants. Il s'amuse beaucoup en leur présence et en plus, les petits garçons l'admirent beaucoup, plusieurs ayant des pères absents à la maison. Après que sa mère l'ait découvert seul devant McMartin, Raymond Bucky accueille Matthew Johnson dans son petit groupe. Partie 3, une mère inquiète. Les choses s'améliorent rapidement pour Judy Johnson. En plus d'avoir trouvé une place dans une garderie réputée pour son fils, elle s'est trouvée un emploi au service à la clientèle. Rien ne pourrait troubler ce moment de paix. Rien, sauf un derrière irrité. Le derrière de qui? C'est ce qu'on va voir. Nous sommes maintenant à l'été 1983 et Judy Johnson s'inquiète des agissements de son fils. Celui-ci lui semble nerveux, agité. En plus, elle a vu que le derrière de celui-ci est étrangement rouge et irrité. Ben, c'est drôle, tu sais, quand t'as les fesses irritées puis rouges, c'est peut-être pour ça que t'es nerveux. Peut-être. Surtout quand t'as 3 ans. Ben, c'est peut-être aussi la nervosité qui peut faire ça. Ça peut faire des réactions clairement. L'œuf ou la poule. Voilà. Si un docteur lui a dit qu'il s'agit simplement d'une question de mauvaise hygiène, Judy n'en est pas si sûre. Puis, lorsqu'un collègue la raccompagne chez elle et que Matthew se sauve à la vue d'un homme entrant dans sa maison, la mère est convaincue de savoir ce qui s'est passé. Matthew a été abusé sexuellement par un homme. Et cet homme, elle sait exactement qui c'est, Raymond Bucky. En passant, posez-moi pas de questions là-dessus, c'est le thought process qu'elle a eu, tout simplement. En août, Johnson téléphone à la police de Manhattan Beach. C'est la détective Jane Hogue qui répond à son appel.
Lors de leur échange, Judy affirme à l'agente qui cumulait 12 ans de service que l'anus de son fils lui semblait anormal avant que celui-ci n'aille à l'école. Attends un peu. Ouais. Elle a appelé la police pour dire que l'anus de son fils semblait anormal. Ouais. J'espère qu'elle n'a pas l'idée avec ça, parce que la personne qui a répondu à l'appel devait être confuse en tabarouette, là. Judy Johnson est un personnage. Ouais, Mais j'ai pas d'enfant, t'as pas d'enfant. clairement. Je dis toujours pas d'enfant, pas d'opinion. Je suis sûre qu'il y a des parents qui nous écoutent présentement qui doivent se dire, Mais- ben si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas avec les parties génitales de mon enfant, comme oui, je vais avoir une réaction. Tu sais, je vais Mais aller voir je un me- médecin. Je me mets dans la peau de la flic, là. Là, genre, tu réponds au téléphone, « Ouais, 911, what's your emergency? L'anus de mon fils est pas normal. Allez voir un médecin, madame? » Justement. Donc, Judy affirme à l'agente qui cumulait 12 ans de service que l'anus de son fils lui semblait normal avant que celui-ci n'aille à l'école et qu'à son retour, il était rouge et irrité. Elle regarde beaucoup trop l'anus de son fils, si tu veux mon avis, là. Oui. Mais je pense que les parents voient beaucoup les parties génitales de leurs enfants, probablement surtout à cet aussi, âge-là, quand ils probablement commencent à s'entraîner. Mais pas de parents, Au pot. pas d'opinion, je suis quand même d'accord. Pas d'enfants, pas d'opinion, je suis quand même d'accord, là. Pour cette raison, elle soupçonne qu'un éducateur a abusé sexuellement de son fils. Bien consciente du statut de l'école et de la famille McMartin auprès de la communauté de Manhattan Beach, Hogue recommande à Johnson de se rendre auprès d'un spécialiste en abus d'enfants. Suivant cette demande, Matthew est vu par un spécialiste qui remplit un rapport selon lequel il émet des suspicions quant à la possibilité que le petit garçon ait été victime d'abus. Il ne nie pas la chose et ne la confirme pas non plus. Il dit tout simplement, oui, il y a Possibilité possibilité de, mais il y a aussi possibilité de, il s'essuie pas bien les fesses. C'est ce qui, quand même, laisse place à la panique chez un parent, là. Oui, puis comme je dis, on rit pas du fait de s'inquiéter du comportement Non, de pas votre du tout. enfant, là. C'est parfaitement normal. Je sais pas, ce docteur-là, s'il était né dans notre époque, il aurait probablement été politicien pour la CAQ, là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, les abus faits sur les enfants, ça faisait pas longtemps que c'était considéré comme quelque chose de grave. Ah oui, clairement, avant, Parce là, on que voyait une mornif à ses enfants, puis... Parce que c'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la distinction entre un enfant, c'est ta propriété, puis un enfant, c'est une personne, c'est un concept très, très, très contemporain. Même pour les femmes aussi, la différence entre une femme et ta propriété, une femme est une personne, c'est quand même très contemporain aussi. Ça doit faire un peu plus que 100 ans, là. À peine, puis justement, les premiers cas rapportés d'abus d'enfants, ça date de l'époque victorienne. Mhm. Puis c'était beaucoup les nobles qui rapportaient que des personnes de milieux défavorisés abusaient de leurs enfants. Puis, mais je vais en parler... Let's go! je vais en parler plus tard. En septembre, la police... Ah oui. Quelques jours plus tard, Judy Johnson rappelle la détective Hogue pour l'informer que Matthew lui a dit que 2 autres enfants avaient été agressés par Raymond Bucky. En septembre, la police de Manhattan procède à l'arrestation de Raymond Bucky, mais celui-ci est aussitôt libéré par manque de preuves. La police mentionne toutefois dans son rapport qu'au moment de son arrestation, Bucky portait un short de natation et aucun sous-vêtement en dessous. Ben, je veux dire, quand tu vas nager, pas besoin de bobette non plus, là. Ah ben là, Ben, j'ai appelé la police. Ah, mon Dieu. Une chose qui n'est toutefois pas surprenante pour un jeune homme qui passait ses journées de congé à la plage à surfer et à jouer au volleyball. Judy Johnson et la détective Hogue sont horrifiés que Bucky soit à nouveau en liberté. Pour cette raison, le département de police de Manhattan Beach décide d'envoyer cette lettre aux parents que Ben va vous lire pendant que moi je bois de l'eau. Absolument. Fait que ça, c'est le département de police, fait qu'il faut que je prenne une voix de policier des années 60, là. Une voix sérieuse. OK. On est dans les années 80. OK. Là, c'est la voix des années Reagan, là. Chers parents, notre département mène actuellement une enquête criminelle concernant des attouchements sur des mineurs. Ray Bucky, un employé de l'établissement préscolaire McMartin, a été arrêté le 7 septembre 1983 par notre département. Nous comprenons que cette procédure soit déplaisante, mais pour protéger les droits de vos enfants ainsi que ceux des accusés, cette enquête est nécessaire. Selon des informations que nous avons obtenues, votre enfant fréquente actuellement ou a déjà fréquenté l'établissement préscolaire McMartin. Pour cette raison, nous requérons votre aide pour poursuivre notre enquête.
Nous vous demandons d'interroger votre enfant afin de savoir si celui-ci ou celle-ci a été victime d'abus. Attends un peu, là. Ils ont demandé aux parents d'interroger leurs enfants? Il y a des affaires qui se passeront pas bien, là. Selon notre enquête, les types d'abus incluent le sexe oral, les attouchements aux parties génitales, aux fesses ou à la poitrine, la sodomie commise sous le prétexte de prendre la température de l'enfant. Wow, wesh! La sodomie commise possiblement sous le prétexte de prendre la température de l'enfant. Il est également possible que votre enfant ait été photographié sans vêtements. Toute information fournie par votre enfant en lien avec les agissements de Raymond Buckey. Par exemple, si il ou elle l'a déjà vu quitter la classe avec un camarade de classe pendant la sieste ou si il ou elle l'a déjà vu ligoter un enfant. Il y a comme une différence entre les deux, là. Je suis comme... Genre, y a-tu amené un enfant aux toilettes ou il l'a ligoté devant tout le monde? Je veux dire, il y a une différence entre les deux. Caroline. Cette enquête est strictement confidentielle. C'est quoi ça? On s'en vos gueules, hein? Ouais, genre, je vous le dis à tous vous autres, là, mais vous ne devez pas en parler. Cette enquête est strictement confidentielle en raison de l'effet que celle-ci pourrait avoir sur notre communauté. Il dit à tout le monde dans la communauté, là. Genre, tout le monde le sait, mais parlez-vous-en pas. Ouais. Nous vous prions de ne pas discuter du contenu de celle-ci avec quiconque ne faisant pas partie de votre famille immédiate. Ne tentez pas de communiquer avec Raymond Buckey, sa famille ou des employés de l'établissement préscolaire McMartin. Aucune preuve ne démontre que les dirigeants de l'établissement préscolaire McMartin avaient conscience des agissements de l'accusé. Aussi, sachez qu'aucun autre employé de l'établissement préscolaire McMartin ne fait présentement l'objet d'une enquête criminelle. J'ai perdu un peu foi en l'humanité. Et là, Ben, comme tu l'as vu venir, les parents n'ont pas gardé l'enquête confidentielle, mais comme pas pantoute. Partie 4, Monsieur Alligator contre Satan. J'adore ça. Ça devrait être le titre d'un album death metal, là. Ou d'un film pour enfants. Ah, clairement. Key McFarlane avait étudié l'histoire de l'art à l'université. Toutefois, après avoir travaillé auprès d'enfants victimes d'abus à Tucson, en Arizona, celle-ci a décidé de faire de nouvelles études en travail social afin de continuer à travailler avec des enfants dans le besoin. En 1976, elle est engagée par le National Center for Child Abuse and Neglect, où elle se charge de la logistique des opérations menées par le centre. Mais en 1982, suite à des coupures budgétaires mises en place par l'administration du vrai de vrai Satan en personne, a.k.a. Ronald Reagan, McFarlane perd son emploi et décide de se rendre à Los Angeles avec pour projet d'écrire un livre. Toutefois, la Californie lui offre à nouveau un emploi auprès d'enfants victimisés. En effet, à l'époque, l'État tentait d'établir de nouvelles procédures visant à limiter les conséquences sur les familles suite à des révélations d'abus et d'inceste. Le but étant de garder les familles ensemble, peu importe la tragédie dont elle avait été victime. Key McFarlane l'ignorait, mais elle allait bientôt participer au plus gros procès de l'histoire des États-Unis. Du côté des parents des enfants enrôlés à McMartin, la lettre du département de police a fait l'effet d'une véritable bombe. Les enfants se voient alors bombardés de questions de leurs parents qui se sentent inquiets, mais aussi coupables de ne pas être plus présents à la maison. Dans les bureaux de la police de Manhattan Beach, le téléphone ne dérougit pas. Un détail toutefois, quand les parents disent qu'après avoir demandé à leurs enfants s'ils ont été victimisés par Raymond Buckey, les policiers ne semblent pas trop se formaliser du fait que les parents semblent communiquer leurs propres inquiétudes aux forces de l'ordre plutôt que le témoignage de leurs enfants. Of course. Donc souvent, les enfants allaient dire... Dans le fond, dans plusieurs témoignages, les parents utilisent un langage étrangement mature pour leur décrire ce qui leur est arrivé. Il est donc question d'avoir fait une fellation à Raymond Buckey avant d'avoir été sodomisé. Un garçon dit aussi avoir touché le pénis de Buckey et fait un cunnilingus à Peggy McMartin. Et comme Judy Johnson, d'autres parents remettaient maintenant en question le diagnostic d'un médecin voulant que leurs enfants avaient de l'irritation et des rougeurs aux fesses et aux parties génitales en raison d'une hygiène déficiente. Tandis que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, là je dis victimes avec des très gros guillemets, la police décide de faire appel à une experte pour recueillir les témoignages des enfants de McMartin, Key McFarlane. Enthousiaste à l'idée de pouvoir venir en aide à ses enfants, Key McFarlane établit des procédures d'interrogatoire basées sur le jeu afin de mettre les enfants en confiance. Oh mon Dieu.
En plus de peindre les murs de la salle dans des couleurs vives et de porter des vêtements aux motifs rigolos, Kee MacFarlane emploie des marionnettes pour amener les enfants à se confier à elle. La logique de la jeune femme étant que si les enfants ont peur de se confier à des adultes, ils seront plus à l'aise de parler avec une marionnette rigolote. Hey, mais ça devait être terrifiant pour un enfant. T'as cette madame-là qui est habillée en clown, puis là, qui a des marionnettes, puis qui parle de cul avec eux autres, là. Imagine Pascaro, là, qui- Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que le monsieur t'a fait? Ouais. Moi, j'ai peur, juste... Aussi, puisque MacFarlane soupçonnait que les enfants hésitaient à se confier en raison de menaces faites par les employés de McMartin, s'ils le faisaient à l'aide de la marionnette, c'était comme si ce n'était pas eux qui révélaient ce qui leur était arrivé. Les interrogatoires de MacFarlane étaient toutefois très biaisés. Les questions et les formulations employées par MacFarlane étaient coercitifs et la femme allait parfois jusqu'à insulter et menacer les enfants qui ne lui donnaient pas les informations qu'ils cherchaient. Tout ça au nom de la vérité. Prenez pour exemple cet échange que j'ai pris verbatim d'un vidéo de Kee MacFarlane. Alors, tu as accès aux vidéos? Oui, aux vidéos il y a d'interrogatoire? des documentaires dans lesquels on les voit. Oh my God! Il était fier de ça, en plus. Ah oui, elle est très fière de son travail, cette Oh, femme-là. mon Dieu. Donc, Kee MacFarlane. Te souviens-tu du jeu Naked Movie Star, Monsieur Alligator? Ou est-ce que t'as une mémoire vraiment très pourrie? Puis là, sachez, il y a sûrement des gens qui ont sourcillé comme le jeu Naked Movie Star. Oui. Naked Movie Star, c'était une comptine pour enfants où les enfants chantaient « What you see, what you say is what you are. You're a naked movie star. » C'était juste une comptine que les enfants chantaient en jouant. C'était rien d'autre, mais les parents ont vraiment accroché à ça parce que oui, c'est un peu étrange, mais je veux dire, si on commence à vraiment regarder les comptines pour enfants comme Au clair de la lune aussi, c'est très inapproprié pour les enfants. Ça devient là. de plus en plus terrifiant, là. La madame qui est habillée en clown, qui parle de cul, puis qui les insulte en plus. T'as une mémoire pourrie! Hey, ça, c'est du trauma. Ça, c'est des années chez le psy, là. Oui, puis il y a des... dans des documentaires, il y a les enfants sont encore en vie. Là. Il y avait 5 ans en 1983. Ils sont encore dans notre dimension. Ils ont plus ou moins mon âge aujourd'hui. Ils sont quelques années plus vieux. Puis ils sont traumatisés. Puis il y en a qui sont convaincus qu'il leur est arrivé quelque chose. Ben oui. En passant, peut-être qu'il leur est arrivé quelque chose. Je ne vais pas les accuser de quoi que ce soit, mais vraiment, c'est à se demander comme est-ce qu'ils se sont tellement fait drill par la police que maintenant, ils ont comme des faux souvenirs. Ouais, puis la mémoire est quelque chose de très malléable à cet âge-là. Fait qu'il leur est peut-être arrivé quelque chose, puis ils ont fait la surimpression. Ils ont fait la surimpression de l'histoire de McMartin là-dessus. Est-ce que c'est possible qu'ils avaient vécu quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de verbaliser et que là, ça, c'est arrivé, puis ça a comme fait une connexion dans leur tête. Ça se peut. Puis là, comme je vous dis, je suis pas en train d'accuser aucun enfant de mentir ou quoi que ce soit. C'est extrêmement complexe d'avoir un témoignage d'enfant. Clairement. Donc, Kee MacFarlane dit ça, et l'enfant lui répond « Je me souviens de la chanson Naked Movie Star. » Kee MacFarlane: tu sais quoi, Monsieur Alligator? Ça, c'est parce que t'es très intelligent. C'est la même chanson que les autres enfants m'ont dit. Tu es beaucoup plus intelligent que tu en as l'air. Alors, ne fais pas l'idiot avec moi, Monsieur Alligator. Je me sens pas bien. Lorsque MacFarlane insiste pour savoir si le garçon a déjà vu quelqu'un jouer au jeu Naked Movie Star, celui-ci proteste. Il dit qu'il a déjà seulement entendu la chanson. À ce moment, MacFarlane, visiblement irrité, traite l'enfant d'idiot et lui dit qu'il ne sert à rien. Piqué, l'enfant change son histoire et finit par dire à MacFarlane ce qu'elle veut entendre. Oui. Comme quoi qu'il a entendu des bruits de caméra pendant qu'il jouait à Naked Movie Star. À d'autres moments, MacFarlane va carrément couper la parole des enfants, leur disant qu'ils n'ont plus le droit de répondre non à ces questions. Wow. Tout au long des procédures, les parents n'ont jamais accès aux entrevues filmées dans leur entièreté. On leur montre que les portions où leurs enfants racontent les sévices qu'ils ont subis aux mains des employés de McMartin. Donc, ils ne voient pas la personne leur poser des questions, leur crier après, les insulter, leur dire qu'ils sont des idiots. Tout ce qu'ils entendent, c'est des enfants qui pleurent en disant « Oui, je me suis fait toucher ». Donc, ça va être traumatisant pour les parents aussi,
Mais tout ce que tu me racontes là, c'est tout comme un bel exemple du billet de confirmation. Tu sais, pour ceux et celles qui ne savent pas, le billet de confirmation, c'est quand tu as une histoire déjà dans ta tête, puis on va te présenter des faits, tu vas les twister, puis tu vas les casser, puis tu vas les fragmenter pour faire fitter ton histoire. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé ici, là. Ben, c'est exactement ma pensée aussi. Pour mener ces entrevues, Key McFarlane se basait sur des ouvrages publiés par Roland Summit, un psychiatre considéré comme un expert en matière d'abus d'enfants, qui n'avait jamais travaillé avec des enfants et dont les travaux n'ont jamais fait l'objet d'un examen par les pairs, donc du peer review. Ça fait très 1950, psychologue avec sa pipe, Oui. que je pense à des choses dans ma tête, dans mon bureau. Oui, je connais ça, les enfants, ça a des cheveux. Bien sûr. Ça a des cheveux, puis ça mange des crevettes. Ce sont des idiots. Selon Summit, après avoir admis qu'il avait été victime d'abus, un enfant allait automatiquement nier son témoignage, craignant avoir fait quelque chose de mal. Ainsi, à plusieurs reprises, après avoir subi un long interrogatoire auprès de McFarlane, des enfants admettaient avoir menti ou raconté des histoires pour faire plaisir à la thérapeute. Automatiquement, celle-ci ignorait ce désaveu, croyant que les enfants traversaient simplement cette fameuse phase du désaveu, théorisée par Roland Summit, qui avait peut-être déjà vu un enfant passer en vélo en avant de chez lui. Probablement. Toutefois, en plus des témoignages relatant des abus sexuels des plus horrifiques, d'autres histoires dépassaient le cadre des abus de cette nature. Selon Judy Johnson, Matthew avait été emmené sur une ferme où on l'avait forcé à faire du cheval nu. Mais voyons! Ensuite, Raymond Bucky avait emmené un chat et un chien à l'école et les avait tués devant les enfants pour ensuite les forcer à boire leur sang. Les enfants auraient été emmenés dans un cimetière où ils auraient vu des sorcières voler. Les enfants auraient été forcés de participer à un rituel où des figures vêtues de capes dansaient en tenant des calices et des chandelles, Chuck Norris et Mr. T faisant partie de ces figures. Mais ça, là, c'est comme les gens qui disent que François Legault, il va à des cérémonies, genre où est-ce qu'il prie au dieu hibou, là, après ses heures de job. Il y a juste 24 heures dans une journée, là. Raymond Bucky, il avait probablement un job, DAB, quelque chose d'autre, là. Aller fucking déterrer des corps puis faire du cheval nu avec des enfants, là. Ça prend du temps puis des Puis de ressources. l'organisation. Ben Avez-vous oui. déjà essayé d'organiser un party de fête, vous, là? Ouais, exactement, tu sais. Si ces allégations peuvent nous paraître bizarres, voire carrément nous faire sourire, il n'en fallait pas plus aux parents de Manhattan Beach pour être convaincus d'une chose. Satan était arrivé en ville. Ben, lui, il a les ressources pour faire ça. Oui. Avec pour seule et unique preuve les témoignages décousus des enfants de l'établissement préscolaire McMartin, Raymond Bucky est arrêté pour la deuxième fois le 22 mars 1984. Mais cette fois, le mandat d'arrestation vise également sa sœur, Peggy Ann McMartin Bucky, leur mère, Peggy McMartin, ainsi que leur grand-mère et fondatrice de McMartin, Virginia McMartin, et 3 autres éducatrices qui vont également être arrêtées. Ensemble, les 7 suspects font face à plus de 300 chefs d'accusation relativement à des abus sexuels et physiques sur des enfants. Hey, la pauvre grand-mère qui était comme « Lâchez-moi tranquille avec ça. » La dame était en chaise roulante et elle portait des lunettes comme Des fonds de bouteille. de 1 pouce de large. Là. Oh mon Dieu, lâchez-la C'était tranquille, une dame la pauvre madame. âgée. Là. Ah oui, puis elle a passé toute sa vie à créer une école qui faisait le bien puis qui éduquait bien les enfants. Puis là, à cause qu'un enfant s'est mal torché puis que sa mère regardait trop son anus, ben, elle s'est ramassée Sa vie est scrap. Ouais, Go back to school deliciously with Whole Foods Market. Wake up with low-priced 365 by Whole Foods Market protein waffles and breakfast burritos. Prep lunch boxes quickly with 365 brand juice boxes, crackers, dried fruit, and more. And look for sales on no antibiotics ever ground beef and chicken breasts that make meal prep a breeze. Shop best-in-class finds for back to school at Whole Foods Market, in-store and online. Comment? Partie 5. Des trous. Entre en scène Danny Davis, l'avocat de Raymond Bucky. Si celui-ci avait dédié la majeure partie de sa carrière à défendre des gosses de riches qui s'étaient fait prendre avec des petits sachets de poudre blanche, il était maintenant prêt à passer à des affaires plus importantes. Rapidement, le criminaliste met en branle un plan visant à ralentir les procédures au maximum. La raison derrière ce plan était que Davis souhaitait laisser le temps à l'affaire de se dissiper et aux parents de Manhattan Beach de reprendre leurs esprits après le choc initial.
Ce qui est, selon moi, quand même une pas pire idée. C'est la première pas pire idée qu'on a depuis le début de cette histoire-là. Là. Ça vole pas haut, là. Selon lui, Raymond Buckey était la tête de turc de parents qui s'en voulaient d'avoir priorisé leur carrière au détriment du bien-être de leurs enfants. Après avoir jeté leur fiel sur l'éducateur, les parents en viendraient à se calmer et à réaliser que le tout n'était qu'un malentendu. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans les années 80, avec la grosse période de prospérité économique, c'est que les gens se sont mis à travailler de plus en plus. Ouais. Et à passer de moins en moins de temps à la maison. C'est aussi l'époque où le divorce est devenu de plus en plus courant, donc les femmes aussi se rendaient sur le lieu du travail et c'est là que les enfants commençaient à fréquenter les garderies de plus en plus. Puis moi, une raison pour laquelle ça m'intéresse beaucoup la panique satanique, c'est que je sens que c'est une époque où est-ce qu'on a beaucoup essayé de culpabiliser les femmes d'avoir osé faire preuve d'agentivité et d'avoir osé vouloir mener des vies plus indépendantes. Absolument. Absolument, c'est les années Ronald Reagan, là. Genre, oui. Tout était axé sur le travail, sur la prospérité, puis c'est ça, genre les hommes ont décidé de divorcer leurs femmes parce qu'ils étaient plus heureux, puis les femmes se sont retrouvées, genre, avec plus de liberté, plus d'opportunités, puis... Puis, une chose aussi à savoir, c'est que présentement, dans les enjeux qui pourraient nous faire reculer Ouais. c'est les conservateurs présentement qui essayent d'enlever le no-fault divorce, Ouais. qui est parce que avant, pour divorcer, vous pouviez seulement divorcer dans des cas de violence conjugale Ouais. et d'infidélité. Par contre, c'était la personne qui avait été trompée qui pouvait demander le divorce et non la personne qui trompait. Donc, une femme qui dit « ben mon mari va voir ailleurs, mais moi, je peux pas... Si je m'en vais, j'ai plus d'argent parce que les femmes ont eu le droit d'avoir une carte de crédit puis un compte en banque dans les années 70 aux États-Unis. C'est très récent. Elles n'avaient pas le choix de rester dans leur mariage, donc elles enduraient tout ça. Puis le no-fault divorce a introduit la notion de « on n'est plus heureux ensemble, on n'est pas un bon couple, on va se séparer, tout simplement ». Puis sachez que parfois, c'est correct de se séparer. Ben oui, des fois, ça arrive qu'on n'évolue pas dans la même direction, puis on est juste plus heureux ensemble. Tu sais, c'est Louis C.K., je sais que Louis C.K. il est cancel, là, qui commençait son show, qui disait « Je me suis divorcé », puis là, tout le monde fait « Ouh », puis il dit « Don't boo ». Il dit « Les gens, il dit, il n'y a pas un mariage heureux qui s'est fini par un divorce. Mon mariage était malheureux, je suis plus heureux maintenant, tu sais. » Puis il y a aucune gêne à divorcer. Absolument. Et maintenant, les conservateurs veulent enlever le no-fault divorce parce que ça donne beaucoup de liberté aux femmes d'aller vivre leur vie et de ne plus rester attachées à des gens. De ne plus être au foyer, de ne plus faire rester des au foyer. Et de faire tout ce que Pierre Poilievre veut, dans le fond. Là. Oui. On l'aime pas. Non. Moi, je l'aime pas, en tout cas. Si vous aimez Pierre Poilievre, je sais même pas pourquoi vous écoutez ce podcast. Jusqu'à un certain point, la stratégie de Danny Davis fonctionne. Au terme de l'audience préliminaire qui s'est étirée sur 20 mois, alors ça, c'est pas le procès, là, c'est juste l'enquête préliminaire, là. D'habitude, ça dure quoi, l'enquête préliminaire? 1 semaine, 2 semaines? Exactement, puis là, c'est après qu'on prévoit le procès, que le directeur des poursuites dit oui, il y a affaire à avoir un procès et on procède. Là. Mais c'est là qu'on voit que le système de justice tient parfois sur juste des brindilles. Là. Tout le monde était comme, il n'y a aucun problème avec ça! Alors, ça s'est étiré sur 20 mois. Les chefs d'accusation, et pendant cette période, les chefs d'accusation qui pesaient contre Peggy Ann et Virginia McMartin, ainsi que contre les 3 éducatrices, vont être abandonnés. Sans être innocentées, les femmes sont libérées de prison. Toutefois, après avoir fait face à de telles accusations, les 3 éducatrices n'ont eu d'autre choix que de quitter Manhattan Beach pour espérer avoir une chance de se refaire une vie. Ben oui. Spoiler alert. C'est grand comment, Manhattan Beach? C'est comme une banlieue très affluente de la Californie. C'est pas si gros que ça, mais c'est quand même un bel endroit. Okay. Spoiler alert, toutes ces femmes n'ont pas réussi à se refaire des vies et elles ont été extrêmement misérables. J'imagine. Peggy Ann et Virginia vont toutefois rester sur place pour soutenir Raymond et Peggy, qui eux faisaient toujours l'objet d'une poursuite. Un autre événement va venir ébranler l'affaire McMartin. Le 21 décembre 1986, Judy Johnson, la voix qui avait porté au grand public les supposés abus sataniques qui avaient eu lieu à l'établissement préscolaire McMartin, est retrouvée morte dans sa demeure de Manhattan Beach. Elle avait 42 ans. OK, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Mais bien sûr.
Avec l'ère de soupçon dans laquelle nous baignons de nos jours, on ne vous en voudrait pas de voir là quelque chose de louche. Après tout, le lendemain du jour de son décès, Judy Johnson devait témoigner pendant l'audience préliminaire. Oh. Toutefois, sans doute en raison du stress que l'on doit ressentir quand on est un témoin clé dans l'un des procès les plus importants de l'histoire des États-Unis, qu'on vient de subir un divorce, qu'un de nos enfants souffre d'un cancer en phase terminale et que notre autre enfant s'est peut-être fait agresser par un éducateur, Judy Johnson avait développé un penchant pour la bouteille. Oh. Oui. Elle avait également développé des ulcères à l'estomac et sa consommation excessive d'alcool a fini par lui coûter la vie. Oh shit, fait que c'était vraiment sérieux, là. Oui. Elle avait carrément... Elle a saigné à mort d'une... Ça prend ses une ulcères consommation d'alcool très longue et très, très excessive pour faire ça, là. Oui, ses ulcères avaient comme rompu, puis elle était comme remplie de... Son corps était rempli de sang. Ça doit être une mort extrêmement Violente, douloureuse. douloureuse, puis elle était à la maison avec ses enfants, je suppose. Ça, c'est le bout qui était comme pas précisé. Je sais Ouais. pas si le père avait comme changé d'idée puis il avait passé du temps avec eux, mais je trouve ça extrêmement triste parce que c'est une Ben femme oui. qui allait clairement pas bien, là, Ben oui. qui avait puis- besoin d'aide. Puis j'imagine que de se sentir mourir à la maison avec ses enfants, mettons, qui sont là, ça doit être la pire chose au monde. Ça doit être la pire mort possible. Fait que je sais qu'on s'est un peu moqué d'elle, mais sachez Ouais. que malgré tout ce qui est arrivé, j'ai beaucoup de peine pour Judy Johnson, qui est une femme qui n'allait pas bien. Puis elle avait besoin d'aide. Ah, c'est ça, elle n'a pas reçu l'aide qu'elle avait besoin, dans le fond. Comme, Ouais. tu sais, quelqu'un t'appelle puis dit « Ah, l'éducateur de mon fils, c'est une sorcière, il vole sur des balais. » Puis je pense qu'elle avait besoin d'un thérapeute. Ouais, clairement. Puis Pas- aux États-Unis, Dieu sait que c'est difficile à avoir, là. Puis c'est ça, fait que pour moi, c'est plus comme... Ceci est un témoignage que comme la santé mentale, c'est quelque chose de vraiment important dans laquelle il faut beaucoup plus investir. Ah, absolument. Puis on a fait des progrès incroyables depuis cette époque-là, mais à cette époque-là, justement, s'il y avait le moindre pensée déviante, ben quelqu'un était traité de fou. Donc, sachez que j'ai quand même de l'empathie pour Judy Johnson. Les avocats de la couronne ont beaucoup tenté d'écarter Judy Johnson du procès, malgré le fait que c'était celle qui avait sonné l'alarme sur les supposés abus qui avaient eu lieu à McMartin. En privé, à des scénaristes qui comptaient adapter le procès pour le grand écran, Glenn Stevens, l'un des avocats de la couronne, aurait confié s'inquiéter pour la santé mentale de Judy Johnson, allant jusqu'à dire « Sometimes, I just wish she'd shut the fuck up. Parfois, j'aimerais vraiment qu'elle ferme sa gueule. » Très avocat des années 80, là. Oui. Au cours de sa dernière année de vie, Judy a fait des déclarations de plus en plus étranges à la police de Manhattan Beach, affirmant que le personnel de McMartin avait crevé les yeux de son fils avec des ciseaux et des agrafeuses, et que Raymond Bucky pouvait voler et lire dans ses pensées. À plusieurs reprises, Johnson a également contacté la police pour rapporter qu'elle s'était fait cambrioler. Toutefois, quand les agents se rendaient sur place, Johnson disait que rien n'avait été volé, mais que les hommes avaient agressé son fils. OK. Fait que j'ai pas de j'ai pas de retort à ça, Mais je ça pense qu'on parle voit ça vraiment parle un pour, esprit qui est en train de s'écrouler. de s'écrouler. Ouais, là. oui, clairement. C'est quelqu'un qui avait plus de prise avec la réalité. Clairement. Lors de l'audience préliminaire, Danny Davis a reproché aux avocats de la couronne d'avoir dissimulé ces éléments de preuve qui démontraient que Johnson souffrait de troubles de santé mentale. Lael Rubin, une autre avocate de la couronne, s'est toutefois défendue d'avoir fait entrave à la justice en disant qu'elle avait juste oublié d'envoyer les documents à Davis parce qu'elle était trop occupée. Étrangement, le témoignage de Matthew Johnson, le fils de Judy, n'a pas été retenu dans la preuve montée contre Raymond Bucky. Oh mon Dieu. Puis Ils sont aussi- tous réappropriés ce cas-là pour Oui. mousser leur carrière. Puis aussi, je veux pas qu'on mette des mots dans ma bouche. Je suis pas en train de dire que parce qu'une personne souffre de problèmes de santé mentale, qu'on ne doit pas l'écouter, qu'on ne doit pas lui faire confiance. D'ailleurs, il y a souvent des abus qui ont lieu dans des lieux où on prend soin des gens qui ont des troubles de santé mentale, justement parce qu'ils sont des victimes un peu faciles, parce qu'on les croit moins, parce qu'elles ont des Absolument. troubles de santé mentale. Les personnes qui ont des troubles de santé mentale doivent être écoutées, Absolument. doivent être défendues, mais c'est pour ça qu'on a un système de justice en place. Ça prend Absolument. des preuves. Absolument. Puis là, le système de justice a fait défaut de la pire façon possible. Partie 6. Satan fait la une. Avant même que l'affaire ne débarque en cours, les journalistes en font leur chou gras.
Êtes-vous genre bien surpris? Le 2 février 1984, soit avant même que Raymond Bucky, sa famille et les éducatrices de McMartin ne soient arrêtés, Wayne Satz, un reporter pour la chaîne locale KABC, présente un segment sur l'affaire. À l'origine, il avait été alerté par un collègue de la station dont les enfants fréquentaient l'établissement McMartin. Mais, plus tard dans l'affaire, Satz bénéficie d'informations privilégiées parce que il avait entamé une relation avec Key McFarlane, Oh non! qui lui fournissait ses dossiers. Quel shit show incroyable! C'est... Puis c'est fou parce que tout le monde se donnait des claques dans le dos, là. Tout le monde se donnait des claques dans le dos, puis si il y avait une fausse note, on l'écartait du portrait. C'est... Et, ben, justement, Benoît, journaliste, Oui, t'as pas le droit de publier des rapports de thérapeute. absolument pas. Je veux dire, un thérapeute, numéro 1, n'a pas le droit de donner ses dossiers à un journaliste. Ben, ça peut se faire, mais tu sais, le thérapeute va être sanctionné, premièrement, par son ordre professionnel. Puis, deuxièmement, si c'est dans le... Je veux dire, si c'est dans si c'est pour le bien-être du public, je pense il y a quelque chose qui peut se faire, mais tu sais, c'est très litigieux à faire, là. Il y a des poursuites qui peuvent se faire. En passant, Satz et McFarlane n'ont jamais révélé leur relation. Ça a été découvert plus tard. Bien sûr. Je Je les haïs. Alors, oui. Satz n'a d'ailleurs jamais divulgué la nature de sa relation avec McFarlane à son employeur, ni si la thérapeute insistait pour utiliser des marionnettes pendant leur moment d'intimité. Attends, elle utilisait des marionnettes ça, dans c'est leur... moi qui OK. C'est moi qui fais des blagues. Oh my God, j'ai des idées, j'ai des visions en tête présentement. De Monsieur Alligator. Vous voulez pas voir le geste que Benoît vient de faire. Par contre, le journaliste qui sera sans doute responsable de s'assurer que la panique satanique perdure bien au-delà des années 80 est... Je pense que tu le sais. Attends, répète-moi ça. Le journaliste qui va s'assurer que la panique satanique est bien ancrée dans la culture américaine. J'ai un blanc. Geraldo Rivera! Ah oui, c'est vrai! Oui, j'utilise le terme journaliste. Un autre que j'ai. Oui, j'utilise le terme journaliste parce qu'avant son arrivée à Fox News et son léchage de derrière d'un certain politicien hautain qui me force toujours à essayer de me souvenir si j'ai oublié une poitrine de poulet dans le air fryer, Geraldo Rivera a déjà été considéré comme un journaliste sérieux. Ouais. En 1988, Rivera sera l'hôte d'un spécial télévisé intitulé Devil Worship Exposing Satan's Underground, diffusé 9 jours avant l'Halloween. D'une durée de 2 heures, le programme encourageait les parents à le regarder en compagnie de leurs adolescents, considérés comme la population la plus à risque d'être séduite par Satan. J'en suis la preuve. Visionné par plus de 20 millions de téléspectateurs, ce qui n'atteint pas le record de la finale de Seinfeld, le programme oscillait entre des entrevues avec des thérapeutes, des policiers, Charles Manson et un agent du FBI retraité. Rivera consacrait également un segment entier de l'émission... Attends un peu, Charles Manson a été interviewé là-dedans? Ouais. Ah, c'est sûr qu'il devait être heureux d'avoir de l'attention, lui, mais je veux dire, le gars était réputé pour ses délires. Là. Comme, ah oui, quel témoin fiable! Ah, clairement. Rivera consacrait également un segment entier de l'émission au cas des supposés abus ayant eu lieu dans les garderies et animait un panel formé de 11 parents dont les enfants avaient fréquenté l'établissement préscolaire McMartin. Aucun de ces parents n'avait été retenu comme témoin pour témoigner en cours et leurs enfants non plus. À un moment, Rivera demande au porte-parole du groupe, Bob Curry, d'expliquer pourquoi les parents croyaient que les abus dont leurs enfants avaient été victimes étaient en lien avec le satanisme. Et là, Ben va lire le témoignage de Ben Curry. Je m'excuse, c'est un petit peu décousu. Fait que Bob Curry, c'est un parent concerné. Oui. OK. Fait que là, je vais prendre une voix un peu nonose. Quand les enfants ont commencé à parler, il était question de toges et de chandelles. Et quand on s'y attardait, c'était clair qu'il s'agissait de rituels sataniques. C'est très important dans la religion satanique d'avoir un prêtre. Je veux dire, il était-tu sataniste, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Les satanistes utilisent aussi du sang qu'ils mélangent avec de l'urine et ils utilisent... les satanistes utilisent aussi du sang qu'ils mélangent avec de l'urine et ils utilisent également de la chair, de la viande. C'est pas clair, son affaire. Puis du sang puis de l'urine. C'est ce qui fait que le satanisme est une véritable menace c'est ce qui fait que le satanisme est une véritable menace et c'est ce que 1200 enfants ont raconté au shérif. Attends un peu, 1200 enfants? J'ai sorti ce chiffre-là de son... Non, ils ont vraiment interrogé à peu près 1200 enfants. Puis ils ont tous dit la même chose? Oui.
Oh, wow, quand même. Puis je veux dire... Grâce aux techniques de Key McFarlane. Du sang, de l'urine, de la chair, de la viande, ça m'a l'air d'un pas pire de party, ça. De quoi tu te plains, Bob? Bob Curry était un courtier immobilier dont les fils avaient fréquenté McMartin entre 1972 et 1981. Quand les accusations ont fait surface, ses fils ont été appelés à témoigner, mais n'ont pas été jugés crédibles par le District Attorney. Ici, ça va être à peu près l'équivalent du directeur des poursuites criminelles et pénales. On n'a pas en tant que tel un District Attorney. Pour Curry, comme plusieurs autres parents s'étant retrouvés dans cette situation, le fait d'être exclu des procédures semble avoir été un élément déclencheur, les ayant poussés à vouloir s'investir dans la cause de quelque manière que ce soit. Le désir de s'investir auprès d'une cause et de prêter des airs d'héroïsme à la parentalité, toutes des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans les théories du complot QAnon, où des gens croient, sans preuve quelconque, que des politiciens kidnappent des enfants pour produire de l'adrénochrome et les réduire à l'esclavage. Et l'adrénochrome, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit qui donne la jeunesse éternelle. C'est qui a été mentionné pour la première fois en blague dans le livre Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson. Mais on soupçonne, les conspirationnistes soupçonnent Céline de se nourrir à l'adrénochrome. C'est difficile à dire. Vous pouvez aussi aller écouter l'épisode de Megan sur QAnon. Et j'ai pas noté le chiffre, mais c'est dans nos plus vieux épisodes. Oui. Partie 7. Un gros pétard mouillé. Le procès de Peggy McMartin et de son fils Raymond Bucky s'ouvre le 13 juillet 1987. Dans sa déclaration d'ouverture, Dean Gitz, l'avocat de Peggy, souligne le peu de preuves présentées contre sa cliente et le Ben va nous lire la déclaration. Dans ma voix d'avocat des années 80. Oui, mais ça, c'est un avocat sérieux. OK. 22 personnes ont été employées à temps plein avec le bureau du shérif ainsi que 7 agents du FBI. Ensemble, ils ont fouillé 21 résidences privées, 7 lieux de travail, 37 voitures, 3 motos et une ferme. Parce qu'il fallait qu'ils sachent où est-ce que Ray... Le cheval tout nu. Oui, Ray faisait du cheval tout nu. Ils cherchaient ces éléments de preuve de la pornographie juvénile, des dépouilles d'animaux, des notes manuscrites, des comptes de dépenses, des tunnels et des coffres-forts. Des comptes de dépenses, des tunnels et des coffres-forts. Oui. 450 enfants ont été interrogés ainsi que 150 adultes. On a également fouillé près de 82 lieux, dont 4 églises, 2 supermarchés, 2 garages, 2 aéroports, un studio photo, un gymnase, un parc national. Et combien de preuves ont été produites au terme de ces recherches? 0. Merci, Dean Gitz. Merci pour être la première personne qui raconte exactement qu'est-ce qui se passe. Là. Mais moi, c'est comme des chemins cachés, des tunnels, des coffres-forts. C'est des éducateurs de garderie, c'est pas Pablo Escobar. Puis voir si tu fais des parties sataniques avec des enfants, tu vas garder des comptes de dépenses. Oui. Il faut que je sache exactement combien tu as dépensé en coulée. Tu serais probablement... C'est pour les impôts. Ce serait probablement les pires criminels au monde, là. Oui, je veux dire. No shit qu'il n'y a pas de compte de dépenses. Qui rembourse ça aussi, genre? Qui rembourse tes frais de parties, là? Faut que... Je veux dire... les gens qui en font leur travail. Je veux dire, Satan va te verser, va te faire un versement Interac, là. Voyons. Il y a certains clubs à Montréal que j'imagine qui doivent déclarer, oui, voici combien on a à déclarer en croix de Saint-André et en fouette, mais... Ben oui. Shout-out aux travailleurs du sexe de Montréal là, qui... travaillent fort. Très fort, oui, exactement. Pour mettre un sourire sur nos visages. Absolument. Avant même que le procès ne débute, les avocats de la couronne avaient pris la peine d'écarter les témoignages les plus farfelus. Pour en nommer quelques-uns, les éducateurs de McMartin pouvaient voler, des sorcières planaient au-dessus de l'établissement à l'aide de balais, des enfants avaient été flushés dans les toilettes, et les acteurs Chuck Norris et Mr. T avaient participé à des messes noires en compagnie des enfants et des éducateurs. La seule personne dans cette histoire-là qui a participé à une messe noire avec Chuck Norris, c'est moi. Tu nous raconteras ça un autre moment. Absolument. Autre que les témoignages des enfants, la couronne tente de présenter une preuve médicale. Les médecins qui avaient examiné les enfants de McMartin projetaient des images de parties génitales des enfants pour démontrer que celles-ci étaient déformées de manière significative. Toutefois, en contre-interrogatoire, Danny Davis, l'avocat de Raymond Bucky, avait glissé des images qui n'avaient pas été prises par ses médecins et lorsqu'il leur demandait de pointer les déformations en question, aucun des experts ne pointait les mêmes. Oh mon Dieu! Ces longues journées passées à observer des organes génitaux d'enfants ont exténué les journalistes qui couvraient l'affaire, l'un d'eux finissant par rédiger dans son article que, considérant qu'aucune preuve de pornographie juvénile n'a été retrouvée chez les accusés, on peut se demander qui sont les vrais pornographes.
Ah, puis dis-moi qu'il y a quelqu'un qui s'est excusé à Raymond Bucky à quelque part là-dedans, là. Pourquoi je te dirais ça? Oh my God. Parce que c'est honteux. Le pauvre gars, c'était un éducateur à la petite enfance qui jouait au volleyball sur la plage comme tout bon C'était un Californien. hippie. Ben oui, clairement. Ensuite, le jury a écouté les témoignages des enfants. Toutefois, ceux-ci étaient décousus et n'étaient appuyés par aucune preuve. Entre autres, un enfant maintenant âgé de 7 ans a déclaré avoir été mis sur un avion et envoyé dans un autre État afin d'y être abusé. Toutefois, aucun avion n'avait effectué un tel vol ce jour-là. Insatisfait par le travail de la police, Bob Curry a voulu prendre l'enquête entre ses mains. Puisque l'enfant affirmait avoir été envoyé à Los Angeles, Curry s'est rendu à l'aéroport Hawthorne où, selon un témoignage qu'il a fait au FBI, il y avait des femmes pilotes et celles-ci, je le cite, avaient l'air lesbiennes. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Donc, faites attention aux pilotes qui ont l'air lesbiennes? Question mark. C'est quoi une pilote qui a l'air lesbienne au lieu de piloter son avion, a fait la chorégraphie de Hot to Go? Je sais pas, une pilote avec une coupe en brosse. Ouais. Je veux dire, Grace Jones, qui était, je pense, avec David Bowie dans ce temps-là. Grace Jones était avec un autre... Non, elle était avec Dolph Lundgren. Oui, exactement. Ouais, j'avoue. Moi, Grace Jones, c'est mon type. Je veux dire, Ouais, mais Grace Jones et Dolph Lundgren ensemble, wow! my God, C'est ça pour aurait fait ça des beaux que bébés, les là. glaciers ont commencé à fondre. Absolument. Ouf, j'ai des frissons. Fun fact, j'ai un ami qui a déjà été bodyguard pour Dolph Lundgren. Ça a l'air que c'est un party animal Il y en a de incroyable. Là. Genre, mon ami, il voulait pleurer parce que, genre, Dolph Lundgren faisait le party 20 heures par jour. Là. Écoute, il y a le stamina. Absolument. D'ailleurs, concernant les nombreux témoignages d'animaux tués ou mutilés lors de rituels supposément sataniques, Bob Curry a organisé des battues sur le terrain de McMartin avec d'autres parents. Après plusieurs après-midi passés à creuser, on n'a trouvé qu'une carapace de tortue. Après la venue des journalistes et de la police, les experts ont déterminé que l'animal était probablement décédé de causes naturelles. Je veux dire, s'ils sont proches d'une plage, je pense que des animaux aquatiques, c'est très possible que ce soit dans ce coin-là. Puis c'est une tortue aussi, je veux dire. Ouais, puis dans le livre de Richard Beck, il citait une dame qui avait dit très fièrement « On n'a touché à rien ». OK, madame. Questionné sur son possible excès de zèle par les journalistes, Curry a comparé la mission des parents de McMartin à celle des soldats alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont découvert les camps de concentration et qui ne s'attendaient pas à trouver autant de gens. Je remercie les journalistes américains d'avoir posé les bonnes questions cette fois-ci. Là. Cette fois-ci. Ouais. Faire honneur à la profession. Là. Faut redorer son blason un petit peu, là. Raymond Bucky va finir par témoigner à la fin du mois de juillet. En interrogeant l'accusé, la couronne met en lumière certains de ses agissements un peu étranges. Entre autres, on pointe que celui-ci a l'habitude de ne pas porter de sous-vêtements sous ses shorts de bain et qu'il a été aperçu portant une pyramide faite de fils de fer autour de sa tête pendant qu'il conduisais. En cours, Bucky a expliqué qu'il était tombé sur un ouvrage paru en 1976 intitulé « Pyramid Power ». Ah, ça va être bon, ça, Donc, je le sens. le pouvoir de la pyramide. Dans ce livre, les auteurs déclaraient que les Égyptiens de l'époque antique utilisaient la pyramide pour y emmagasiner de l'énergie mystique grâce à laquelle ils demeuraient en santé. S'ils se contentaient habituellement de dormir sous une structure en pyramide qu'il avait posée au-dessus de son lit, Raymond Bucky avait une pyramide d'urgence dans sa voiture pour quand il avait besoin d'un petit boost d'énergie. C'est un hippie, c'est cute. Mais c'est ça, rappelez-vous, on sort des années 70, il y a les croyances alternatives qui Surtout étaient en nées à Californie. cette époque-là, surtout en Californie. Il était encore très présente, la culture hippie avait quand même... était pas morte le jour où Reagan est rentré... Le monde font encore ça en Californie aujourd'hui. Oui, là. je veux dire, la Californie, c'est encore la mecque des cristaux, du jus vert, des des chakras. cristaux, des chakras, puis du yoga chaud, là. Ouais, clairement. Questionné à savoir si ce supposé pouvoir de la pyramide aurait pu le pousser à agresser des enfants, Bucky rétorque que non. Ensuite, C'est lorsqu'on terrible. lui demande si le pouvoir de la pyramide aurait pu lui faire oublier qu'il avait agressé des enfants, il répond à nouveau que non. Adepte de croissance... Je ris, mais je suis découragé. là. C'est un petit peu, comme question. Ouais. Adepte de croyances Nouvel Âge, Bucky avait participé à des conventions à travers le pays où il vendait des structures pyramidales similaires à celles qu'il utilisait. Pendant l'un de ces événements, il avait fait la rencontre de Barbara Dusky, une divorcée dans la trentaine. Entre eux, ce fut le coup de foudre et Bucky a dû raconter en cours la nuit où il a perdu sa virginité avec Dusky
dans une chambre de motel munie d'un bain à tourbillon en forme de cœur et où les murs étaient couverts de velours rouge. Je vois aucun problème dans cette déclaration. Moi non plus, ils ont eu un bon moment dans une maudite belle chambre d'hôtel. C'est un incroyable setup pour perdre sa virginité. Là. Rencontrer une femme dans une convention d'extraterrestres, après ça, finir dans un motel, dans un jacuzzi en forme de cœur. Puis danser le grand mambo goals. ensemble. Là. Hashtag goals. Ben oui. Hashtag swoon. La couronne refuse toutefois de croire que Bucky avait eu une relation sexuelle avec une femme. Si bon. Elle le questionne à outrance sur la durée, la longueur et la rigidité de son érection, en plus d'appeler Barbara Dusky à témoigner. Celle-ci déclara que bien qu'il manquait d'expérience, Raymond Bucky avait été un amant tendre et attentif. Furieuse, Lyle Rubin la traite de personnage tout droit sorti d'un soap et l'accuse de parjure. Je veux dire, on est rendu qu'on parle du bonheur d'un gars. Oui. On regardait des parties génitales d'enfants, puis maintenant on parle des parties génitales des éducateurs. Oh mon Dieu. Des amis et connaissances de la famille McMartin Bucky sont également appelés à témoigner. Encore une fois, on cherche à creuser la vie amoureuse de Raymond Bucky. Si plusieurs s'entendent pour dire que le jeune homme était étrange et socialement malhabile, d'autres disent qu'ils étaient persuadés que Bucky était homosexuel. Des enquêteurs chargés de surveiller Bucky ont également déclaré avoir vu l'accusé se rendre dans un parc et étrangement, puis là, attention, je pense que c'est comme la preuve, là, Raymond Bucky lisait un livre ou dormait sous un arbre au lieu de regarder les jeunes femmes en bikini. Il était une personne qui avait pas de désir sexuel à ce moment-là. Puis qu'est-ce que les enquêteurs regardaient, eux? Exactement. Oh my God, il y a des filles en bikini, puis toi, tu lis un livre? Oh my God, il sait lire! T'es tellement cave! C'est quoi ton hostie de problème? Billet de confirmation, guys. Ben, c'est aussi clairement que on tentait de faire cette fameuse connexion qui a valu tant de violence à la communauté LGBTQIA+, de comme l'homosexualité et la pédophilie vont de pair. Absolument. Ce qui est absolument faux à 100%. Luc, Dionne, je te regarde directement dans les yeux. Donc, après un procès tout aussi long que l'enquête préliminaire, les plaidoyers s'entament le 12 octobre 1989. Si la couronne tente de justifier les témoignages décousus des enfants en raison de leur crainte de témoigner contre leurs agresseurs et du temps qui s'est écoulé, le plaidoyer de Danny Davis s'étend sur 6 jours. Attends. On est rendu en 1989? Oui. Ça a commencé en 1983? Oui. C'est long, là. C'est long, puis c'est misérable, là. J'ai une pensée pour Raymond Bucky, genre, qui... Les pyramides, ça n'a pas fonctionné, Raymond. Non. Le pouvoir de la pyramide, ça fonctionne pas, guys. Vous le savez peut-être, probablement, là, mais là, je vous le confirme, ça fonctionne pas. Par la suite, il va falloir 1 mois au jury pour délibérer, et ça, c'est sans inclure les vacances pour la période des fêtes. Le 18 janvier 1990, le jury est prêt à rendre son verdict. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu veux deviner? Catherine aime bien deviner les mots. J'ai très peur que ce soit coupable. En raison du manque de preuves démontrant hors de tout doute raisonnable que des abus sexuels ou rituels sataniques ont eu lieu, Peggy McMartin est acquittée de tous les chefs d'accusation portés contre elle. Merveilleux. Pour sa part, Raymond Bucky est acquitté de 52 chefs d'accusation, Okay. mais le jury ne parvient pas à s'entendre sur les 13 chefs restants. Personne n'est satisfait. On retourne en procès. Oh non! Oh. Personne n'est satisfait par ce dénouement. Peggy McMartin est furieuse de cette atteinte à sa réputation et du fait que son fils n'est toujours pas sorti du bois. Mais non. Les parents sont furieux que les supposés agresseurs de leurs enfants n'aient pas été envoyés à la potence. Les médias, quant à eux, changent rapidement leur fusil d'épaule. Et les journaux pointent la télé du doigt, l'accusant d'avoir sensationnalisé l'affaire à outrance sans l'ombre d'une preuve, accusation que la télé va faire à l'endroit des médias imprimés, les accusant d'avoir mis le feu aux poudres et du lynchage, et d'avoir incité au lynchage des éducateurs de McMartin. Mais il n'y a pas, genre, personne dans ces 7 années-là qui ont fait comme « OK, ça n'a peut-être pas de bon sens de ce dont on parle. » Il y avait des gens, oui, qui n'y croyaient pas.
Le problème, c'est que quand t'as un parent qui a les baguettes en l'air et qui crie « Mon enfant s'est fait Ouais. abuser sexuellement », ben toi, d'arriver à côté puis de faire comme « Moi, je pense que non », Puis il y c'est avait, comme... ouais, puis il y avait plusieurs procès de la même nature à cette époque. Oui, il y a 1900 eu beaucoup d'autres procès qui ont eu lieu aux États-Unis. C'est juste que j'ai coupé parce que j'avais peur que ça soit difficile à suivre. 1990, c'est l'époque où est-ce qu'il y a eu le procès du groupe metal Judas Priest, qui est un de mes groupes préférés, parce qu'il y a 2 jeunes garçons qui se sont suicidés en écoutant une de leurs chansons. Puis il y en a un qui s'est raté. Il s'est tiré avec un 12, puis il s'est raté. C'est une longue histoire. L'histoire, c'est que supposément, il y avait des messages subliminaux quand la chanson était jouée à l'envers qui disaient « Do it ». Mais quand on écoute la chanson à l'envers, premièrement, c'est un cover, c'est même pas une de leurs chansons. Ça fait... Fait qu'ils ont été acquittés. Il y a aussi eu le procès d'un couple qui avait une garderie dans le Tennessee, si ma mémoire est bonne, puis qui avait été accusé d'avoir fait nager les enfants dans une piscine dans laquelle il y avait des requins. Ils ont été 25 ans en prison, ils ont été innocentés récemment. C'est fou, parce que Récemment, c'est arrivé dans les années 80, ils sont sortis de prison en 2013, je pense. c'est fou parce que tout ça est tellement relié à l'imaginaire d'enfant, là. C'est un fucking cauchemar d'enfant, puis tout le monde fait comme « Ben oui, c'est réel, absolument! » Puis en passant, Ben vous prépare aussi un cas de panique satanique. Absolument. Et ben, si vous aimez ça, on va en faire d'autres. Absolument. Ben, moi, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres, sachez-le, parce que ben, c'est beaucoup les communautés marginalisées qui ont été visées par ça. Et en particulier, j'aimerais m'intéresser aux San Antonio Four, qui sont des femmes de la communauté LGBTQIA+, latine, qui ont été visées par des procès de sorcellerie dans les années 80. C'est un cas qui m'intéresse énormément parce que ça démontre vraiment les biais envers la communauté LGBTQIA+. Et puis, la colère des habitants de Manhattan Beach, pour revenir à Manhattan Beach, va atteindre son point culminant un samedi soir de janvier quand une foule d'environ 500 personnes va encercler le poste de police. Là, on est en quoi, en 1991? En 1990. Formés de parents d'enfants d'âge préscolaire, de nouveaux parents et d'autres membres de la communauté, on réclame la tête des responsables de l'enquête qui, selon eux, ont botché les procédures, résultant en l'acquittement des éducateurs de McMartin. Partie 8, nous sommes tous des perdants. Mais il n'y a pas un parent là-dedans qui s'est dit... ou un enfant, genre, qui avait genre 15 ans, là, qui a dit « Ouais, ça s'est pas passé, finalement. » C'est vraiment que le problème... Mais c'est comme présentement avec les problèmes de conspiration et etc., c'est que les gens qui y croient pas se font enterrer par les gens qui parlent plus fort. Tu sais que les victimes ne faut surtout pas les écouter. Puis il y a des parents de McMartin qui croyaient absolument pas à l'affaire puis qui disaient c'est n'importe quoi. Genre des gens stables. Mais imagine, toi, arriver puis dire comme « Hey, la gang, je pense que comme c'est un petit peu tiré par les cheveux votre affaire. » Puis t'as Bob Curry à côté de toi qui crie que comme... Le pouvoir de la pyramide! Qui crie qu'il y a des pilotes lesbiennes, là. Ouais. Comme, c'est difficile de tirer ton épingle du jeu puis... Shout-out aux pilotes d'avion lesbiennes. On vous aime. On vous aime. On se sent en sécurité avec vous dans le ciel. Puis aussi, c'est... Il y a des groupes qui ne croyaient pas à ça, mais c'était des groupes conservateurs. Parce que eux, ils disaient que c'était le gouvernement qui voulait briser les familles. Et là, on est dans la branche du conservatisme, des pensées conservatrices, mais qui sont comme anti-gouvernement. Ben, c'est pas nécessairement faux. Genre, c'est le système de justice qui brisait des familles. Oui, parce que comme ça démontrait que le gouvernement, quand il est trop puissant, il peut venir dans ta famille puis mess around. Mais je vais en parler à la fin. Absolument. Let's go. J'arrête. Alors, partie 8, nous sommes tous des perdants. Raymond Bucky est de retour en cours le 7 mai 1990 pour faire face à 8 chefs d'accusation. Cette fois, on ne conserve que les témoignages de 3 enfants et toute mention de Judy et Matthew Johnson est interdite. Ce procès ne durera que 2 mois et en juillet, le jury est prêt à rendre son verdict. Et encore une fois, le jury est dans une impasse. Oh non! S'il est d'accord pour acquitter l'éducateur de 6 des 8 chefs d'accusation, il ne parvient pas à s'entendre sur les 2 autres. Le juge met fin au procès, l'affaire est rejetée. OK. Donc, Raymond Bucky n'a pas été innocenté, on a juste... Il y a eu un deadlock.
il y a juste un deadlock. Donc, malheureusement, à ce jour, Raymond Bucky n'est pas jugé comme étant innocent de ce qui est arrivé. J'espère qu'il est déménagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée puis qu'il fait du surf sur la plage avec les Premières Nations là-bas. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui est arrivé à Raymond Bucky. Par après, je n'ai absolument rien trouvé. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. C'est d'une tristesse. Selon moi, justement, il a dû prendre ses affaires puis aller se faire une vie ailleurs parce que, je veux dire, tu peux pas revenir de ça. Mais j'espère qu'il a pu trouver un endroit où il a pu avoir la paix puis faire du surf, pas de bobette. Ouais. Un autre perdant de ce procès, la population américaine. Le procès des éducateurs McMartin est à ce jour le procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis, avec une facture finale de 15 millions de dollars US. La honte. Aussi, si les enfants n'ont jamais été abusés par les éducateurs de McMartin, plusieurs ont été traumatisés par les examens des experts. Ils ont aussi été insultés par des thérapeutes. Ils ont subi de nombreux examens à leur partie génitale, en plus de voir leur partie génitale projetée devant un auditoire captif. Par contre, le procès McMartin a contribué à améliorer les procédures juridiques lorsqu'il est question d'abus d'enfants. On sait aussi maintenant que les faux témoignages et les souvenirs écrans sont des possibilités, surtout lorsqu'on a affaire à des enfants. Toutefois, si l'avocat de la défense Danny Davis espérait qu'au terme d'un procès qu'un examen de conscience s'impose auprès de la communauté, il y a de quoi se demander si son souhait a été exaucé. Et quand je vois une énième publication à saveur QAnon être partagée sur Facebook, je sais bien qu'on peut pas trop en demander aux Américains. Alors, c'était le procès McMartin. Je suis vraiment désolée. Je sais que ça finit vraiment en queue de poisson, mais ça finit mal. Je peux rien y faire. Mais il y a une chose qui est vraiment intéressante par rapport à ça, puis que Richard Beck parlait beaucoup dans son livre, c'est vraiment cette notion de c'est quoi l'abus d'enfant. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, c'est arrivé beaucoup à l'époque victorienne où la bourgeoisie voulait se montrer comme étant très en anglais, on dit benevolent. Ouais, bienveillante. Très bienveillante en montrant que les pauvres, ils battent leurs enfants, puis nous, on bat pas nos enfants. On s'occupe pas de nos enfants, point final à la ligne, mais on les bat pas. Et on les fait battre par quelqu'un d'une classe inférieure. Exactement. Donc, la notion d'abus d'enfant, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à être théorisé au tournant du 20e siècle. Et vraiment, il y a plusieurs courants de pensée. Et ces courants de pensée-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de misère à traiter les affaires d'abus sexuels, même en cours avec des adultes. Parce que dans les visions de c'est quoi l'abus d'enfant puis de pourquoi ça arrive, les abus d'enfants, il y a le courant plus comme psychanalytique qui dit que c'est parce que c'est le père qui fait dévier son amour de sa femme à ses enfants, donc c'est comme un déplacement d'objet. Donc, l'adulte qui commet ce crime doit aller en thérapie pour apprendre à replacer l'objet de l'amour à la bonne place et de comprendre que ses enfants ne devraient pas occuper ce rôle-là. Après, il y a le côté plus psychologique où est-ce qu'on considère que c'est des déviances sexuelles qui doivent être conservées à l'extérieur de la société, mais qui sont pas l'exemple. C'est vraiment des comportements anormaux. Et d'avoir cette pensée-là, mais ça fait en sorte qu'on se responsabilise pas par rapport à ces agissements-là. On dit non, c'est cet individu-là qui a des pensées déviantes, donc on va l'exclure de la société, mais on va pas faire d'examen de conscience en tant que société. Donc, c'est vraiment se déresponsabiliser complètement de cette violence-là qui a lieu. Mm-hmm. Et il y a le courant qui a été entamé par des penseurs féministes dans les années 60-70, où on a dit la violence envers les enfants éclos dans des environnements où on a de la précarité financière, de la précarité au niveau du logement, et c'est le modèle de la famille nucléaire avec un père tout-puissant qui crée des abus. Mm-hmm. Alors vraiment, là, c'est au niveau de la société qu'il faut qu'on repense à notre manière de s'organiser et qui a du pouvoir et qui a l'argent. Absolument. Et bien, êtes-vous surpris que ce courant de pensée-là, personne l'aime?
Oui, on est encore dans un patriarcat, puis le patriarcat, comme tout système, fait tout ce qu'il peut pour se reproduire. Alors, donc, c'est vraiment des courants de pensée. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des cas de viol, ben encore une fois, c'est qu'on va, au lieu de se dire qu'en tant que société, on a un problème de misogynie, ben on va plutôt préférer dire non, non, c'est des gens qui ont des pensées déviantes, donc on va les exclure de la société. Fait que je pense que ce cas-là, oui, c'est frustrant, mais je pense que ben, ça nous demande à reconsidérer comment on se gère comme société, présentement qu'on préfère donner de l'argent pour créer des routes, qu'on n'arrête pas de fermer les centres pour les personnes itinérantes, de fermer les centres pour les femmes victimes d'abus, de fermer les centres pour venir en aide aux personnes qui ont des problèmes de consommation. Interligne pour la communauté LGBTQ qui se bat pour survivre présentement. Là. Ben, quand on enlève toutes ces ressources-là, on va créer des contextes où est-ce que la violence va éclater. Il va y avoir de plus en plus de victimes parce qu'on ne peut pas gérer cette violence-là qui éclot dans des sociétés qui sont mal gérées. Absolument. Puis déjà là que c'est difficile pour ces ressources-là de se rendre jusqu'aux gens. De les menacer d'extinction, c'est de se menacer nous-mêmes. Là. Alors, merci Benoît et merci à vous d'avoir été des nôtres. Si vous aimeriez en savoir plus sur nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudcrime et sur Instagram @unpeudcrime dans ton café. Si vous aimeriez nous écrire des beaux courriels, vous pouvez le faire au unpeudecrime@gmail.com. On aime bien vous lire, alors gênez-vous surtout pas. Suggérez-nous des cas, suggérez-nous des cafés, dites-nous ce que vous pensez des nouveaux épisodes. Ça va nous faire plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Et si jamais vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via notre Patreon, qui est disponible sur notre Linktree, sur nos réseaux sociaux. Alors, c'est une plateforme de patronage. Vous choisissez le tiers auquel vous aimeriez vous abonner. Chaque tiers vous donne des avantages différents. Aussi, sachez qu'il y a eu un léger changement de politique chez Patreon récemment. Alors, j'ai fait un post là-dessus sur les réseaux sociaux, mais si jamais vous ne l'avez pas vu passer, si jamais vous êtes un utilisateur, une utilisatrice de Apple, alors que vous nous écoutez avec votre iPhone, votre iPad, votre Apple Watch, est-ce qu'on peut écouter des balados avec une Apple Watch? Je sais pas, vous me le direz. Alors oui, si vous êtes un utilisateur, une utilisatrice de Apple et que vous aimeriez vous abonner à notre Patreon, on vous demanderait simplement de le faire via un browser web et non via l'application Patreon, simplement parce que depuis novembre, Apple prend une partie de votre argent pour elle-même. Et puisque les temps sont durs, on comprend que vous préférez sans doute que votre argent aille à vos créateurs et créatrices préférés et non pas à Apple qui n'en a absolument pas de besoin. Alors, c'est le petit changement qui s'est opéré récemment. Si vous étiez déjà membre Patreon et que vous étiez abonné via l'application Patreon, ne vous en faites pas, ça ne change absolument rien parce que le changement de garde a seulement eu lieu en novembre. Et sinon, nous avons des nouveaux Patreons que nous allons remercier à l'instant. Alors, j'aimerais remercier ces nouveaux Patreons. Merci pour votre patience aussi. Je sais que ça a été long avant que vous ayez votre shout-out. Sachez que si vous n'avez pas votre shout-out dans cet épisode, ça s'en vient. Mon document Excel est vraiment clair. Alors, j'aimerais remercier Clara, Benoît Chagnon, Blue Element, The Masked Snail, Julie Gagné, Isabelle Bouteau, Mélissa BH, Béatrice Kies3, je suis vraiment désolée si je mentionne mal votre nom, Marion Sampère-Bonny-Durand, Sylvain Morin, Maryse Gosselin, Françoise Dion, Ruth Bouchard-Vallée, Savannah, Cindy, Léa Carpentier, Isabelle Maheu, Casserole électrique et Horise Lemieux. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est vous qui faites toute la différence. Benoît, oui. Comme Catherine et moi, on n'aime pas quitter les gens sur une note trop sombre. Absolument. Malheureusement, Catherine n'est pas là, alors on peut pas parler de 5e rang ou de District 31 ou de stats, parce que je l'avoue, je n'ai pas regardé stats récemment. Je suis pas un fan non plus. Alors, je me suis dit, de quoi pourrait-on parler? Et là, toi et moi, on est des fans de cinéma. Oui, madame. Alors, ça va être les 2 minutes de cinéma complètement unhinged, où je vais te raconter un très mauvais film que j'ai regardé. Absolument. Avec pas de contexte. Alors, c'est les 2 minutes de cinéma bizarre.
Alors Ben, Oui, j'aimerais te transporter dans les années 90 le meilleur temps. où il y a eu un film qui s'appelle The Apple, qui est un espèce d'opéra rock retelling de l'histoire de Ève et Adam. Ah oui, tu m'as envoyé une vidéo de ça. Le gars, il n'y a pas un casque de hockey, là? Non. Genre, il y avait comme une espèce de costume de Ouais, ben il y avait un costume bizarre. genre habillé en patate au four, là. À peu près, ouais. Vraiment, pour les gens fans de cinéma un peu alternatif, c'est ce film-là, on dirait quelqu'un qui a regardé Phantom of Paradise de Brian Palma, le Rocky Horror Picture Show, Tommy, et qui s'est dit comme « Ah, moi aussi, je suis capable! » Et qui a fait ce film-là. Le problème, c'est que c'est de la musique rock'n'roll. Dans les années 90, la musique rock'n'roll n'était plus ce qu'elle était. On était rendu ailleurs avec le grunge. Et l'esthétique aussi du film, qui est vraiment tirée de Phantom of Paradise, Rocky Horror Picture Show, donc les grosses paillettes, les costumes super extravagants. Mais encore une fois, dans les années 90, on était ailleurs. C'était Il n'y avait pas des léotards blancs, me semble? Oui, des léotards à paillettes, etc. Ouais. Donc, ça raconte l'histoire d'un concours de musique. Et là, il y a Bibi et Alfie, qui sont des chanteurs folk qui viennent de la contrée éloignée du Canada, OK, wow, bien sûr. de l'Alberta, si je me rappelle bien, qui veulent Ok. participer, mais ils ne sont rien contre le groupe qui a été créé par BIM. BIM, qui était cette espèce de figure de président du monde et qui dirige l'industrie musicale. Un Magna X. Un espèce de mania un peu Elon Musk, mais version... Fait que Bibi, Alfie puis Bim. Ouais. Ça va le pro, là. Le film, d'ailleurs, s'ouvre sur le verre d'oreille le plus agressif que vous auriez jamais Oh entendu. non. C'est disponible sur YouTube. Et ça commence sur une chanson qui chante comme « Hey, 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 Bim's on the way ». Et ça dure 5 minutes. Wow. C'est sans arrêt. Puis tu te dis « My God, Bim, y arrive-tu, tabarnak? » Ouais. Il s'est Et- pointé. Ben oui, c'est Bim, y arrive. Puis là, il constate son succès. Mais là, finalement, Bibi et Alfie, les gens sont très touchés par leur chanson d'amour qui est, en passant, très plate. OK. Et Bim leur offre un contrat. Mais là, ce qu'on comprend, parce que c'est une métaphore pas très, très cachée, parce qu'on leur offre littéralement une pomme, une espèce de grosse pomme qu'on leur donne, Je le vois venir à 100 000 à l'heure. Bibi décide de croquer dans la pomme, mais Alfie, lui, il veut garder son intégrité et se sauve. Et là, Bibi devient une rockstar. Oh non! Et elle interprète la chanson, qui est un autre verre d'oreille absolument terrible, qui s'appelle Speed! Et c'est vraiment ça, la chanson. Nice, nice. Mais là, Alfie ne veut pas lâcher Bibi. Alors, il essaye d'aller la voir et de la ravoir. Et éventuellement, il réussit à la convaincre de quitter. Et là, ils vont rejoindre des hippies qui vivent dans un parc. Ah oui, puis entre-temps, ça devient illégal de pas être fan de Bim. Puis il faut comme que tu portes un pic de guitare collé dans ton front pour montrer que t'es un fan de Bim. C'est très Elon Musk, tout ça, là. Et là, ils vivent dans Central Park et ils ont des enfants avec une espèce de communauté de hippies. Et là, éventuellement, ben, la police vont les voir parce qu'aucun des hippies porte son pic de guitare dans son front. Et là, Bibi et Alfie disent « Non, ne nous touchez pas, Oh parce non. que nous, on est une communauté choisie. » Et là, il y a une grosse limousine qui descend du ciel parce que Dieu vient chercher Bibi et Alfie pour les enlever de ce monde complètement crackpot. Ça ressemble un peu à un film de Neil Breen, là. Alors, c'était The Apple. Je l'ai raconté vraiment rapidement parce que je vois que la carte n'a presque plus de mémoire. Alors voilà. Allez, il est pas disponible en entier sur YouTube. Il y a des scènes et là, vous allez vous dire comme « Mon Dieu, Audrey, t'as inventé des affaires. » Non, absolument pas. C'est la première chose que je vais faire à soir. Je reviens à la maison, chiller avec mon chien, puis on regarde des Apple ensemble. Mais j'aime beaucoup niaiser Ben parce que Ben arrive toujours après moi au bureau. Puis quand il me dit qu'il arrive, j'y envoie « Hey, hey, hey! Ben's on the way! » Absolument. Ah oui, puis à un moment donné, dans le film, c'est réglementaire qu'une fois par heure, les gens doivent danser la chanson Bim. They have to do the Bim. They have to Alors, do the Bim. les gens, on voit littéralement dans une salle d'opération que ça dit « It's Bim hour » et les chirurgiens lâchent tout et font une chorégraphie jazz. Oh, nice. Alors, le Jazzercise mène le monde. Nice. C'est vraiment un J'adore. film où est-ce que le Jazzercise mène le monde. Mais c'est triste, par contre, parce que le réalisateur de ce film-là, il était convaincu qu'il allait révolutionner l'industrie du cinéma.
Désolé. avec son film. Puis On dirait vraiment Neil Breen. il était convaincu qu'il allait révolutionner l'industrie du cinéma, puis il avait fait imprimer la bande sonore sur vinyle. Oh non. Mais finalement, ça a complètement... Crash, les ben oui. critiques étaient horribles, puis il s'est ramassé avec tous ces vinyles qui servaient à rien, puis il a plus jamais fait d'autres C'est choses parce qu'il le était monsieur trop vinyle triste. triste. Il a plus rien fait d'autre parce qu'il a dit « Les gens ont pas aimé mon film! Je comprends, il était blessé, là. » Puis voilà. Alors, si vous êtes tanné de regarder The Rocky Horror Picture Show et que vous voulez d'autres choses, The Apple, c'est pour vous cet Halloween. Alors, Benoît, merci infiniment d'être Merci à toi. C'est super le prêté fun. à ce jeu. Et comme je vous dis, j'espère que vous allez accueillir Benoît dans vos cœurs et dans vos tasses, parce qu'on se retrouve dans 2 semaines pour le premier cas que Benoît va nous raconter. Et Benoît est journaliste, il sait très bien raconter des histoires. En tout Faites-lui cas, confiance. j'espère. Alors, dans 2 semaines, chers auditoristes. Bye bye.